Il adore aller renifler le sol, cet avion. He loves to sniff the ground. Ça descend et ça accélère très très fort. Une force d'impact phénoménale. Eh bien bonjour, bienvenue à tous sur un jump site un petit peu spécial. On est à Clichy, joli port de pêche, dans les bureaux du FANA de l'aviation, parce qu'on va faire une émission spéciale sur les avions du débarquement. Et donc je ne suis pas tout seul, puisque comme on est au FANA, on a... Voilà, il fait des sketchs, il commence. On va commencer à l'extrême droite. On a, bonjour Alexis Rocher, Enchanté. rédacteur Bonjour. en chef du FANA depuis une douzaine d'années maintenant. 13 ans. 13 ans. 13 ans de Le FANA. temps passe vite. Et donc, à ma droite, Xavier Méal, rédacteur en chef adjoint du FANA depuis... Je ne sais plus quand est-ce que j'ai été nommé, mais j'ai intégré le FANA en 93. Voilà. Donc, rédacteur en chef adjoint, surtout photographe aéronautique, journaliste, reporter, grand reporter. Multipass. Au FANA, Multipass. au FANA, il faut savoir tout faire. Le sujet du jour, on a regardé la date, 4 juin 2024, on est à 2 jours des commémorations du débarquement. Du jour J, des opérations en Normandie. D'idées. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, il y a des commémorations officielles, il y a beaucoup de gens qui vont être présents pour les commémorations. C'est les 80 ans en général, c'est le moment où on a les derniers survivants. C'est le tipping point, comme on dit. C'est le tipping point point. de balance selon les historiens. Le 80e anniversaire d'un événement est toujours ce point de bascule vers lequel après on va vers l'oubli. Oui, parce que cette année, on aura les derniers vétérans. 250 a priori, selon ce que j'ai entendu. Voilà, parce que ils avaient 20 ans à l'époque, 80 après, c'est tous ceux qui ont réussi à devenir centenaires. Voilà. Centenaire, voilà. Et donc évidemment, on sait que dans 10 ans, malheureusement, les rangs seront encore plus clairsemés. C'est un événement important, le débarquement, c'est un moment charnière de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est une opération qui est terrestre, maritime, c'est un débarquement, mais pour lequel l'aviation a joué un rôle essentiel, qui n'est pas toujours mis en valeur pour des raisons évidentes. Ils ont été quelques centaines de milliers à débarquer sur les plages, ils étaient quelques milliers dans les airs seulement. Mais si on va en parler avec vous, c'est qu'il y a quelques semaines, le FANA a publié un hors-série sur les opérations du jour J. C'est celui-là. Celui-là. Donc on va parler de ces opérations, on va parler du rôle des aviateurs alliés, les aviateurs français, mais aussi les aviateurs allemands, parce que pour faire une guerre, il faut être plusieurs. Et on va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. On va mettre en exergue aussi en amont un certain nombre d'avions. On va vous parler des avions qui ont participé au jour J, un petit peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur l'aviation, sur le rôle de l'aéronautique, sachant que tout ça, on va pouvoir retrouver tout ça dans le hors-série du FANA et puis dans le nouveau numéro, puisque je crois qu'il y a encore des articles sur le... Voilà, ça c'est le nouveau. Alors il est sorti quand celui-ci ? Et il est en train d'arriver dans les kiosques. Il est en train d'arriver. C'est celui du mois de juin. Celui du mois de juin. Il y a notamment un très bel article de Gilles Ponce, qui est un collectionneur émérite de Militaria, français, bien connu, auteur d'ouvrages, référent en France sur le sujet Militaria, qui a décortiqué quelques combats particuliers, surtout des combats liés à l'avion P-47, qui a joué un rôle très important, où nous souhaitions mettre en avant un autre avion que le Mustang, ce qu'on avait fait déjà sur la couverture du hors-série, le Mustang que tout le monde voit comme... On dirait presque l'unique chasseur de la guerre en Europe. Mais non. On va recadrer 2-3 autres choses. Le Mustang n'était qu'arrivé que depuis assez récemment en Angleterre, quand il y a eu lieu le débarquement. Et le P-47 a fait un énorme boulot. Et en amont et en aval. Pendant et puis après. Et ils se sont accrochés avec les avions allemands. Voilà. C'est surtout ce qu'on va en parler parce que... Bon, hier j'ai révisé quand même. Hier j'ai regardé le jour le plus long. Oh mon Dieu. Bien. Comment ça, ah mon Dieu, j'ai passé un bon moment. Alors, nous aussi, parce que ça nous ramène à nos belles... à notre jeune... Puis j'ai vu des acteurs, Sean Connery jeune. C'est quand même quelque chose. Voilà. T'as vu des beaux Messerschmitt 108 qui jouaient les Focke-Wulf 190. Ouais, mais ça me dérange pas. Sky Raider qui jouaient les P-47. Pareil, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que déjà, ils sont pas mis en... Enfin, ça tourne pas autour d'eux. Par contre, c'est vrai que c'est un film dans lequel le volet aéronautique est relativement mis de côté. Alors, il y a des raisons objectives à ça. Malgré tout, c'est quand même une petite erreur historique. Il faut juste savoir que c'est le cauchemar des historiens, quoi. Oui. Voilà, c'est truffé de choses, c'est un film hollywoodien, il y a beaucoup On reviendra dessus, notamment sur une scène emblématique. On va peut-être commencer logiquement par un truc... Alors, comment ça s'est passé ? Ce qui est intéressant, c'est peut-être de replacer certains critères techniques, parce que, on est sur Internet, Twitch et des choses comme ça. Quels étaient
Moyens de communication de l'époque, qu'est-ce qu'on avait? Les moyens de navigation de l'époque. Ça, c'est une donnée importante. On peut partir, si tu veux, de la carte. Ouais. Ou alors, est-ce que tu Non, veux... non, mais on peut en parler Comment parce que Vas-y. ça fait partie du travail d'historien, de remettre les choses dans leur contexte. Déjà, ce que je voudrais préciser quand même par rapport au hors-série et au FANA du mensuel, en fait, le hors-série, on a fait l'approche globale de tout le débarquement depuis sa préparation, son exécution et ses conséquences. Et le FANA mensuel, lui, concerne un des aspects du 6 juin 1944. Donc on peut le hors-série, effectivement, commence par une guerre électronique, puisque avant de débarquer, les Alliés ont fait en sorte que ce débarquement soit le plus secret possible. Pas évident quand on doit ramasser autant de troupes, qu'on doit concentrer dans des ports énormément de navires. Il y a un gros travail en amont sur lequel l'aviation joue un rôle. Il y a un rôle de l'aviation aussi pendant les opérations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le long du littoral atlantique, les Allemands ont installé un petit peu moins de 100 radars. Donc, autant dire qu'ils voient passer à peu près tout ce qui décolle et tout ce qui va traverser la Manche. Donc, une des premières missions, ça va être justement de rendre, sinon aveugles les radars, en tout cas de tromper les radars. Les radars allemands qui sont installés sur la côte ont une portée de combien à peu près? Globalement, tu vois ce qui décolle de l'autre côté de la Manche. Tout ce qui est mission d'entraînement sur l'intérieur des terres de l'Angleterre, ils ne le voient pas. Ça devient L'intensité plus de complication. compliqué. Le radar moyen de tête, je crois que c'est une centaine de kilomètres. Ouais, c'est Oui, une centaine d'accord. de kilomètres. Avec une grosse triangulation 300 km, donc il ne voit pas ce qui se passe dans le nord de l'Angleterre. Et puis on est dans l'enfance du radar. Oui. C'est pas les radars d'aujourd'hui, pas de puce encore électronique, il n'y a pas tous C'est ces... de la technologie analogique. Vraiment analogique, oui, avec des belles lampes qui chauffent, et tout, claque. etc. Et qui claquent aussi de temps en temps. Donc il y a une énorme opération, et plusieurs opérations d'ailleurs, il y a plusieurs opérations de dissimulation du débarquement de Normandie. C'est-à-dire qu'il va falloir faire croire aux Allemands que le débarquement se passe ailleurs. Par tout moyen, donc au sol, avec des réseaux d'espionnage et avec l'aviation en particulier. L'aviation rentre en compte dans le... Alors c'est ce qu'on appelle, c'est l'opération Fortitude. C'est un plan génial de masquage des opérations. Donc l'aviation alliée va se concentrer sur les zones où on veut faire croire que le débarquement va avoir lieu. Comment ils procèdent? Alors il y a deux manières. L'aviation alliée va déjà bombarder massivement tout le long de la côte atlantique et en particulier dans le Pas-de-Calais, pour faire croire que justement ces bombardements précédaient le fameux débarquement. Ça va concerner les mois juste avant le débarquement. Ensuite, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, dès que c'est en juin, il y a plusieurs unités américaines et anglaises vont décoller et vont mener une guerre électronique alors et passive et active. Passive, ils vont larguer qu'on appelle des Widows, des nuages de Widows, en fait devant les radars. Ça, c'est la partie active. Alors, le Windows, c'est de l'aluminium. Oui, c'est des feuilles d'aluminium voilà, c'est ça. qui sont larguées. Et Elles ont une longueur particulière qui correspond de façon à pouvoir renvoyer un écho trompeur qui ferait croire sur l'écran radar qu'il y a une importante flotte d'avions qui se déplacent. Alors, c'est des bandes qui ont une longueur qui correspond à la longueur d'onde du radar et de l'exéco. Et donc, ils avancent et ils larguent à un rythme donné pour faire croire qu'il y a des navires qui avancent. Des paquets, donc ça crée un nuage comme une toile métallique, si on veut, et qui renvoie donc un écho radar. Alors ça, ils le font à quel endroit? Ils le font au large du Pas-de-Calais? Alors, ils vont le faire au large du Pas-de-Calais. Puisqu'on rappelle que l'objectif de cette offensive, c'est de faire croire aux Allemands que le débarquement, comme ils s'y attendaient, va se dérouler dans le Pas-de-Calais, alors que... On sait très bien que c'est pas là qu'il a eu lieu. Ça, c'est dans la nuit du 5 au 6. Voilà, dans la nuit du 5 au 6. Donc, il y a des avions de guerre électronique aussi qui vont brouiller les radars. Et cette opération, il faut quand même le signaler, est déjà une réussite. Alors, on peut signaler, tiens, par un petit anecdotique, il y a les Lancaster du squadron 617, les fameux briseurs de barrage, qui participent justement de manière active à larguer les Widows. C'est parce que c'est une unité un petit peu spéciale. Elle est quand même déjà très décorée, on va dire. Oui, mais c'est pas pour autant que c'est pour cette raison-là que tu vas la mettre en avant. C'est parce que c'est une unité qui... c'est une unité qui a de mission spéciale, enfin qui a été très célèbre pour avoir pour avoir attaqué les barrages en 1943. Et là, elle réapparaît en 1944. C'est un petit peu à titre anecdotique, mais c'est ce squadron
est aussi entre guillemets des opérations. Alors j'imagine qu'elle n'était pas la seule unité impliquée dans cette opération-là. Ça représente combien d'avions cette opération-là? Moins d'une centaine d'avions. Avec moins d'une centaine d'avions, ils sont capables de faire Oui, un oui. faux Ils ont convoi fait, maritime. Ils ont fait. Alors il y a des bateaux qui en mer. Windows Il y a des bateaux en mer qui déjà entre guillemets joue aussi ce rôle-là. font office de leurre. Mhm. Et les avions rajoutent une couche là-dessus. C'est-à-dire que les Allemands, en fait, vont croire que le débarquement arrive dans le Pas-de-Calais pendant assez longtemps. Ce qui va expliquer une réaction, non pas tardive, mais une réaction un peu désorganisée par rapport à ce qui se passe. Les Allemands s'attendent au débarquement d'un jour à l'autre à cette période-là. Ils le savent, c'est inévitable. C'est inévitable. Les Alliés ont déjà mis un petit peu les pieds à Dieppe. Justement, cette opération de Dieppe, elle fait l'objet de pas mal de débats. Est-ce que c'était un coup? Est-ce que c'était un test? Est-ce que c'était une opération à grande envergure qui a échoué? Quel regard on peut avoir sur l'opération de Dieppe, alors qui se situe en août 42, en août 1942. des Français, des Canadiens qui débarquent C'est surtout à les Dieppe, Canadiens qui vont être vite repoussés à la mer à beaucoup de pertes. On peut estimer que c'est un essai. C'est un test en fait. Les Alliés, il faut savoir que les Soviétiques poussent à l'intervention des Alliés pour créer un deuxième front. Mhm. Et donc un petit peu on teste. Les Alliés se disent bon, on fait une opération à Dieppe et on voit comment ça se passe. Ça se passe très mal. Les Alliés sont pas préparés. L'aviation alliée est à ce moment-là très 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 contestée par la Luftwaffe, ce qui va être beaucoup moins le cas 2 ans plus tard. C'est une opération commando, c'est une petite envergure, hein. On n'est pas sur un débarquement. Ah non, on n'est pas sur le... Mais, alors, précision importante, à ce moment-là, en 1942, la guerre dans le Pacifique commence à peine. Or, on sait que c'est dans le Pacifique que vont avoir lieu le plus d'opérations amphibies avec la conquête de toutes les îles du Pacifique. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience des opérations du Pacifique qui va servir pour les opérations en Normandie? Est-ce que justement les Américains apprennent de ces opérations-là? Et c'est pour ça que ça se passe en 1944 et pas plus tôt. Alors, il y a un retour d'expérience très important. Peut-être qu'on reviendra aussi plus tard là-dessus. Il y a un retour d'expérience par rapport au débarquement en Afrique du Nord, d'une part, en novembre 1942. Et il y a un retour d'expérience l'année d'après en débarquement en Sicile. Donc, pas ce qui se passe dans le Pacifique. C'est vraiment les unités européennes, méditerranéennes. Non, parce que le Pacifique, c'est surtout les porte-avions qui vont être mis en avant. Alors, il y a des porte-avions pour les débarquements en Normandie, mais la guerre du Pacifique est une guerre surtout de type aéronaval, ce qui est moins le cas en Europe. Et puis, c'est pas les mêmes unités, c'est les Marines qui travaillent là-bas avec la Navy, alors que c'est l'US Army qui débarque en grande partie en Normandie. C'est ça. Tout à fait. Donc, on est dans la nuit du 5 ou 6. Il y a donc ce convoi fictif qui est en train de se former. Mais pendant ce temps-là, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se mettre en place vers les lieux de débarquement. Donc là, à l'écran, il y a la carte de la Normandie. Les endroits de débarquement, les plages sont ici. Et il y a des opérations qui sont menées aussi un petit peu à l'intérieur des terres pour préparer. Alors, au moment où il y a ce convoi fictif, il se passe quoi dans les cieux britanniques? Ça commence avant minuit, le 5. Il y a des briefings qui ont lieu dans les unités de chasseurs. Tout le monde rapporte que les briefings, on rapporte couramment que les briefings ont lieu vers 3h, 4h du matin. Et c'était l'avis du pilote militaire. Mais, ils s'attendaient à ce que ça soit déclenché quand même. D'un jour à l'autre, ils étaient déjà mis en tension ou ils étaient sur leur... Pas tant que ça, parce que je relisais un témoignage là, d'un membre de l'unité où évoluait Bud Anderson. Bud Anderson qui est décédé paix à son âme. Ouais. Et qui disait en fait non, c'est seulement à 13h. Les gars étaient en mission le 5 juin, ils sont rentrés, j'étais sur Pas-de-Calais ou ailleurs, sans doute sur le Pas-de-Calais d'ailleurs. Ils rentrent et là ils entendent dans les haut-parleurs de la base que partir de maintenant tout de suite, interdit de sortir, il n'y a plus personne qui rentre, il n'y a plus personne qui sort. Donc là on commence à se dire qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Viennent ensuite s'activer les mécaniciens qui commencent à courir un peu partout pour attraper des pots de peinture, du noir, du blanc qu'ils avaient reçus en grande quantité, et puis ils ont reçu l'ordre de peindre les fameuses bandes de débarquement. Donc là on sent effectivement qu'il se passe quelque chose. Dans le témoignage de l'unité dans le 357e Fighter Group, c'est là où évoluait Bud Anderson, il est rapporté un briefing à 10h du soir. Pour un décollage assez tôt le lendemain matin, 3-4 heures du matin. Et dans ce briefing on leur dit c'est le jour J les gars. Oui, ça par contre c'est pas caché. Mais alors,
ils avaient préparé, ils savaient que le jour J, ils allaient faire tel ou tel type de mission, ou alors c'est Ils quelque chose... découvrent la mission au moment du briefing. Et alors, par Ça exemple, fait partie du plan Fortitude, ça. C'est-à-dire qu'aucune information n'a circulé, même si par exemple la circulaire pour peindre qui donne la largeur des bandes noir et blanc, où on les met par rapport à la cocarde selon le type d'avion, tout ça était maintenu sous silence et ne devait être, je ne sais pas si c'était sous enveloppe cachetée, mais ça ne devait pas être révélé, ça ne devait pas circuler. il y avait, pour éviter tout risque de fuite, parce qu'il y avait des agents ennemis sur place. Alors, on n'était pas à l'époque des réseaux sociaux, donc il n'y avait pas moyen de transmettre de l'information rapidement, ou de Il y faire avait des les photos pigeons rapides. voyageurs. Voilà, il y avait le pigeon ou la radio. Voilà, c'était à peu près le seul moyen de transmission rapide. Mais oui, il y avait des oreilles un peu partout en Angleterre. Il y avait les espions allemands en Angleterre. Donc voilà, ils ont un briefing pour un décollage tôt le matin. Alors là, on va parler de l'unité, c'est une unité qui vole sur P-47. Eux, par exemple, spécifiquement, on reviendra sur les histoires de bande après, mais leur mission, eux, on leur dit, vous allez faire quoi? Vous allez couvrir la flotte de débarquement et repousser les attaques des avions de la Luftwaffe. Alors, c'est-à-dire qu'ils vont patrouiller au-dessus de la flotte? C'est de la couverture. C'est de la couverture haute. Mais il y en a d'autres qui décollent d'abord avant eux, avant les chasseurs. Pratiquement à partir de minuit, il y a des avions, alors du côté de Ouistreham, donc ils passent la côte un petit peu après minuit, de ce côté-là, ça ce sont des avions britanniques, et carrément à l'opposé des plages et débarquements, du côté donc en dessous Cherbourg, du côté de Saint-Germain. En fait, ils arrivent par Cherbourg, là ce sont des C-47 qui passent la côte, un petit nombre de C-47. Les C-47 qui ont participé à ces opérations de parachutage avaient déjà les bandes de... Tous les avions avaient été peints. Prenons dans l'ordre chronologique. Dans la journée du 5, en prévision de... Enfin, même déjà dès le 4. Dès le 4, on sort les rouleaux de peinture et on commence à mettre sur du tous les avions. Noir et blanc sur tous les avions, sauf les avions les plus remarquables qui sont les gros bombardiers. Le 4 parce que l'opération devait avoir lieu le 5 à la base. C'est surtout ça, voilà. Je crois que certains avions ont été peints dès le 3 parce qu'il y a eu un vol test au-dessus de la flotte qui était rassemblée pour que tous les marins, parce que c'était avant tout destiné aux artilleurs des bateaux. Pas que ça rappelle un très mauvais souvenir aux Américains en Sicile en 1943. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a une opération aéroportée qui est lancée sur la Sicile et les malheureux C-47 passent juste au-dessus de la flotte américaine qui pense que c'est des avions allemands et ouvre le feu et c'est donc un carnage. Ouais, c'est un vrai carnage, sous les yeux de Patton. Ça a dû l'agacer. Alors il y avait c'est là où ce qui les a beaucoup fait réfléchir, c'est qu'il y avait déjà eu un premier largage de parachutistes qui s'est très, très bien passé et qui avait abouti à la prise de l'aéroport, enfin l'aérodrome dont ils avaient besoin. Et puis est prévu un deuxième largage, je crois que c'est de tête, c'est la 82e Airborne, mais minuit, qui est fait un peu plus tard, des choses comme ça. Les mecs sont fatigués. Et puis quand même, ils se ménagent un couloir. Ils disent, on va ménager un couloir dans la flotte là qui est au large, et les C-47 pour larguer les paras, alors les renforts, vont passer là. C'était bien préparé a priori, sauf qu'il semblerait qu'il y ait eu quelqu'un qui était un peu nerveux en bas, sur un des bateaux qui a commencé, et voilà, et c'est la scène horrible de n'importe quel film, il y en a un qui commence à tirer, alors que tout le monde est en tension, et là, les généraux n'ont pu que regarder les C-47 tomber les uns derrière les autres, avec leurs parachutistes à bord. Revenons sur ces histoires de 5 bandes, parce que j'imagine que parmi nos auditeurs, on a des maquettistes, et donc, c'est emblématique du débarquement. De là est venue l'idée de se dire qu'on ne peut pas répéter ce genre de carnage. Donc c'est directement lié à la catastrophe. Ça a été l'événement le plus marquant, qui a fait dire, oh là, on va recommencer la même chose en Normandie. Il va y avoir des centaines de bateaux avec des artilleurs en dessous, et il va y avoir des centaines d'avions au-dessus. Il va falloir qu'on transporte très rapidement des troupes, elles soient aéroportées. Ça aurait peut-être pas plus simple de peindre tous les avions en rose. Éventuellement. Voilà. Mais leçon apprise. Alors, petit retour dans le temps, 1945, il n'y avait pas l'équivalent de l'électronique qu'on embarque aujourd'hui dans n'importe quel avion de loisir. Il n'y avait pas d'IFF, pas de transpondeur. Il y avait des IFF. Alors, un IFF, c'est identificateur friend and foe, identification ami et ennemi. Ami et ennemi. Alors, c'était un rudimentaire, on était dans les rudiments des choses, mais surtout les planificateurs se sont dit, s'il y a 300 IFF au-dessus de la Manche qui émettent en même temps, ça ne va pas être jouable.
Et puis ça va peut-être aussi attirer la chasse adverse, parce que... Potentiellement, ça Potentiellement. fait du signal radio. Donc un moyen très rapide, visuel, leçon apprise du débarquement de Sicile. Tout a été bien préparé a priori. Il se trouve qu'il y a dans certains endroits, il n'y a pas assez. C'était du badigeon. Oui, Mais certains endroits, il n'y en a pas assez. Peut-être que certains ont la main très très lourde. Il n'y a pas assez de brosses, il n'y a pas assez. Il y a certains escadrons où ça a été pas Méticuleux, ouais. au cordeau, propre. Méticuleux, ouais. Sur la plupart des avions, ça a été fait à la brosse, voire au balai à chiottes, éventuellement. Alors, il y a des photos qui en faut que témoignent. ça serve. Voilà, on peut voir là sur le Spitfire que c'est là une brosse. Dans certains cas, il n'y avait même plus assez de badigeon. Le badigeon était censé ne pas tenir et partir assez rapidement. Il a fallu commander des quantités astronomiques de Phénoménal. peinture. Phénoménal. Et Tout les ça, ta- ça s'anticipe. Ah, c'est- voilà, c'est il y a ces de la choses-là, planification. Et comment on garde tout ça secret? Bah oui. C'est aussi une partie intéressante des choses. Pourquoi il y a des fûts entiers de Bah oui. badigeons noir et blanc qui arrivent? Néanmoins, dans certaines unités, il n'y en avait pas assez, donc les mécanos se sont servis dans la peinture blanche habituelle. Donc il y a des avions qui ont décollé avec la peinture pas sèche. Enfin bon, c'est les aléas de la chose. Ça a été peint, donc essentiellement le 4. Le 4, ils sont en train de peindre les avions, mais ça veut dire que si tu déclenches une mission le 5, tu as tes avions qui ont les bandes. Tous Alors, n'étaient pas peints, et Ah puis le contre-ordre d'annuler le débarquement est arrivé à un certain moment. le contre-ordre, pourquoi il arrive? Parce que la météo est La météo dégueulasse. est dégueulasse. C'est une météo comme ça ou c'était encore pire? Alors, je n'y étais pas, donc je ne saurais pas, j'ai pas lu les rapports météo. C'était une tempête ou c'était juste Non, c'était beaucoup de nuages. beaucoup de nuages, Beaucoup de nuages, on va en reparler un petit peu après, c'était très couvert. très couvert, Très, donc très pas couvert. possibilité de faire Il y avait de la pluie, couverture. il me semble, enfin des choses comme ça. Donc en fait, c'est pas que le 6 juin il faisait très beau, Mhm. il a juste fait un moins peu moche. meilleur, ou un peu moins moche. Un peu moins moche. Donc il y a des mois de juin pourris. En 44, c'était le cas. Enfin, En tout cas, pour mai, juin, c'était le un peu début de pourri. juin était pourri. Voilà. Donc on peint les avions pour qu'ils soient reconnus, pour que les artilleurs antiaériens ne commencent pas à faire des carnages. Il y avait déjà eu un précédent avec un avion qui, pour ne pas être confondu avec un autre, le Typhoon, qui recevait des bandes noires et blanches déjà. Ça Oui, avait déjà dès anticipé. 42 ça. Dès Il y 42. a eu ce problème d'identification avec le Typhoon qui, du point de vue d'un artilleur, quand ça passe à 500 ou 600 km/h au-dessus, ça ressemble à un Kogluk 190. Clairement. Donc ils avaient peint des grandes bandes blanches. Donc c'est toutes ces expériences cumulées avec la Sicile, Mhm. avec le carnage de la Sicile, qui a amené à ce code à 5 bandes. Alors c'était quand même quelque chose qui était très codifié. Il y avait une largeur de bande précise par type d'avion. Il fallait pas masquer les cocardes. Mhm. Euh, Important quand même. Et après, il y a eu... alors les cocardes n'ont jamais été masquées, mais pour ce qui est, par exemple, du matricule de l'avion, Mm. il y en a qui étaient peints par-dessus, il y en a ils le détouraient, il y en a qui faisaient un rectangle autour. Enfin, on avait vu toutes sortes de choses. C'est nécessité fait loi. Le principal, c'était d'avoir les 5 bandes. Elles sont conservées combien de temps? Parce qu'une fois que le débarquement est Ça fait, va durer jusqu'à la fin de juillet à peu près. et après on enlève On va tout. enlever le haut. À partir, je ne sais plus de tête, à la fin du mois d'août, on va tout enlever. Mais non, elles sont temporaires parce qu'il y a un moment quand même, une fois que la bataille de Normandie s'achève, le reste de la France, il y a toujours les avions de la Luftwaffe qui réagit quand même. Et ça rend les avions extrêmement visibles. Les premiers qui s'en sont plaints, c'était les avions de reconnaissance. Ça les rendait visibles, Trop visibles. trop visibles. Eux qui étaient pas en joli bleu, Oui, bleu pour, pour se confondre avec le bleu du ciel. Et là, ils devenaient une cible parce que ça contrastait. En fait, c'est pas tellement les couleurs qui jouent, c'est le contraste. C'est sur le contraste. Et d'ailleurs, sur les photos en noir et blanc, on voit bien On, que ça on marche ne voit très, que les très bien. blancs. Hein, que le- On voit que les blancs. Elles sont faites à l'arrache le 5. Pour le reste de la bataille, est-ce qu'elles sont refaites au cordeau ou alors ça reste crado? Aucune idée, à mon avis, c'était pas trop la préoccupation des Oui, il y avait d'autres trucs à gérer visiblement. Donc ça, c'est la partie préparation. Alors, Minuit et demi, grosso modo. Grosso modo, minuit et demi. On est un petit peu à l'intérieur des terres par rapport à Caen. Et là, il y a 3 planeurs qui sont largués par des bombardiers Stirling. Chaque planeur emporte une vingtaine de soldats britanniques. Leur mission, alors il y a 3 planeurs plus 3 planeurs. Il y en a 6 au total. d'accord. Et leur mission, c'est de sécuriser, de capturer et de sécuriser des ponts, un sur un canal et un sur une rivière, qui sont juste un petit peu en arrière de Caen, de façon à ce que les troupes britanniques qui vont débarquer, juste à Ouistreham, pas loin, ne se trouvent pas bloquées et puissent avancer. C'est les 2 ponts qui sont sur l'Orne Alors le canal de... et le canal, canal de Caen. qui va de Caen à Ouistreham. C'est le fameux Pegasus Bridge, qui s'appelle pas comme Ah, il ça. s'appelle pas du tout comme ça à l'origine. C'est ces 2 ponts qui sont qui sont pas relativement, ils sont vitaux pour que les troupes britanniques ne se trouvent pas
coincés sur les plages, quoi. Et puis ça avançait rapidement. Et puis c'est aussi les tenir, ça veut dire aussi empêcher d'éventuelles troupes qui se trouveraient dans le Pas-Calais d'arriver et Les tanks, surtout, c'est un et d'attaquer le La flanc. route est un chemin de passage pour les tanks. Donc la mission a été confiée à ce que certains considèrent à l'époque comme des sous-pilotes, des pilotes de planeurs. C'est pas les plus considérés par les autres pilotes. Les pilotes de planeur, justement, le profil, c'est quoi? Ce sont des fantassins qu'on forme à la conduite d'un véhicule ou sont des vrais aviateurs? Ce sont des vrais aviateurs. Ils ont été formés en tant que pilotes de planeurs. Il y a eu une vraie formation. C'est pas un gars à qui on dit tiens, tu vas piloter un cours accéléré du week-end. Ça pourrait être ça. On est en présence de soldats, de troupes au sol. On sait que le planeur va pas repartir, donc il a juste besoin de savoir atterrir quelque part. Voilà. Mais il y a quand même une petite navigation à faire. À partir du moment où ils sont remorqués par des Stirling, en l'occurrence les 6. Et puis après, c'est de nuit. Il est minuit et quelques quand ils passent. Il faut déjà passer sous les nuages. Et puis il faut savoir se repérer de nuit, pour pas se tromper. Et le but est d'atterrir, de poser les troupes au plus près des ponts. Donc c'est pas... Et la photo le montre, puisque le pont il est là. Voilà. Et les planeurs, ils sont là. Ils ont fini leur trajectoire à quoi, 50 mètres. Ouais. Là, il y a des troupes allemandes. Ou des troupes, c'est un grand mot. Ouais, il y a des soldats. Il y a des soldats qui gardent le pont. Le front de Normandie, c'est quoi pour un soldat allemand? C'est les vacances après le front de Russie? C'est quoi le front de Normandie? Alors, c'est pas des grandes unités. Il y a beaucoup d'unités d'auxiliaires de la Wehrmacht. Les grandes unités blindées sont justement dans le Pas-de-Calais et vont pas tarder à redescendre. Mais il y a un petit peu de blindés. Il y a une division blindée qui va donner d'ailleurs du fil à retordre aux Britanniques. En gros, les Britanniques vont tomber dans le mauvais endroit, si j'ose dire. Alors juste pour précision, les parachutistes sont de part et d'autre des plages du débarquement pour couvrir le débarquement. Pour couvrir les flancs. Pour stabiliser. Et en fait, ils sont là, c'est une force de frappe. Les parachutistes agissent comme une force de frappe et de part et d'autre. Il y a 2 divisions américaines et une division britannique. Pour des parachutistes, parce que le sujet c'est l'aviation, il faut des vecteurs. Alors les vecteurs, ce sont des planeurs. Le planeur, c'est... alors ça n'a pas été fréquemment utilisé pendant les opérations militaires, c'est quelque chose qui a quasiment disparu aujourd'hui. Qu'est-ce qui mène à l'utilisation de planeurs à l'époque plutôt qu'autre chose, que de faire un largage para, par exemple, pour les ponts, pour le Pegasus Bridge? Je pense que l'avantage de l'emploi du planeur, c'est qu'il peut transporter autre chose que des hommes. Les planeurs, que ce soit les Britanniques ou les Américains, vont transporter des hommes, certes, mais ils vont aussi transporter des mortiers, des jeeps entières dans le planeur. Il faut savoir qu'un planeur pouvait contenir une jeep avec sa remorque. Et donc, de quoi aussi? La jeep est importante parce qu'elle permet de tracter le mortier, le petit canon, et de le déplacer rapidement. C'est sans doute l'avantage principal du planeur. Alors, les planeurs qui sont utilisés pendant le débarquement il y a des planeurs britanniques, il y a des planeurs de fabrication américaine, les Waco. Les Waco CG4. Et puis et puis le Airspeed Orsa. Donc il y a encore un bel exemplaire préservé à côté au musée de Pegasus Bridge. Oui, alors ça représente combien de machines utilisées à la louche? C'est quelques dizaines, quelques centaines de planeurs qui sont utilisés? On est dans la centaine. Plusieurs centaines, je suppose. J'ai pas les chiffres, honnêtement, c'est pas quelques dizaines. Ouais. Non, et, quand on voit les photos aériennes, il y a des prés où on... Parce qu'il y a certaines photos, on peut compter 50 planeurs dans le pré. On se demande comment ils se sont posés sans se taper dedans. Il y a eu de la casse. Il y a eu énormément de casse dans les planeurs. Parce que là, on a 3 planeurs, parce que c'est une opération commando qui est très spécialisée, mais il y a d'autres largages en amont des plages. Plus tard. Ça, c'est les premiers à toucher le sol. Alors, on ne peut pas considérer que c'est le premier avion à toucher le sol normand, parce qu'il n'y a pas de moteur, mais en tout cas, les premiers à toucher le sol. Premier aéronef, ce sont ces 3 planeurs et 400 mètres à côté, parce que les 2 ponts ne sont séparés que par 400 mètres. Il y en a 2 autres qui touchent. Le 6e, c'est un peu perdu, il s'est posé à 10 km de là, lui. Comme quoi, c'était pas un sport facile et qu'il fallait être un peu pilote. Jim Woolwork, qui a posé le premier planeur, celui qui termine le plus près du pont, raconte qu'avec son copilote, ça se faisait au cap à la montre. Ils savaient, ils avaient répété. De nuit, oui, il est minuit et demi. Voilà. Alors, il y a un petit clair de lune, non? Il y a des nuages. C'est beaucoup de nuages surtout. Ouais. Ils arrivent à voir des reflets. Ils voient le reflet dans le canal. Voilà. Mais il sait qu'au top, il y va pour 1 minute à tel cap. Son copilote Ils sont largués à 1 minute du... Ils sont largués à 5 ou 6 minutes de la cible. D'accord. Ah oui, il y a une certaine finesse. Il y a une petite voile à faire. Et puis après, il tourne à 90 degrés pour se présenter. Woolwork a témoigné, il raconte que oui, à un moment, il y a un petit rayon de lune. Il voit le pont, quoi. Il dit, j'ai la tentation d'y aller directement.
Mais non. Faut vraiment se L'entraînement, poser sur le champ. l'entraînement, je suis pas tout seul. Voilà. Donc, il fait son truc en 3 branches. Ah oui, il fait une PTU. Peut-être pas glisser, mais non, Quand même. il fait en tout cas un circuit d'atterrissage propre. Et il termine. Alors, il dit que le choc est un peu rude, qu'il arrive sans doute un peu vite. un peu plus vite que ce qu'il avait estimé. Ouais, on voit qu'il y a des Ouais. belles traces quand même Voilà. sur le champ. Hein. Et puis, en fait, il finit, c'est la barrière, le barbelé. C'est le barbelé qui arrête le nez de l'avion. Alors, le nez de l'avion qui se casse, qui monte en l'air, il ne se détache pas de l'avion, il monte en l'air, il retombe. Lui, il traverse le pare-brise. Son copilote, il se retrouve plié en deux sous le pas. Voilà. Et puis lui, il dit, j'ai mal à la cheville, je suis sonné, je suis KO. Enfin, ouais, c'est violent. C'est pour un sport de masse. Derrière, ça se passe à peu près pareil, quoi. Ça glisse, mais et les planeurs se cassent. Donc, Il en sort quand même pratiquement toutes les troupes intactes. ouais. Alors, j'ai trouvé un chiffre dans le hors-série qui est intéressant quand même parce que sur les centaines de planeurs qui sont envoyés, en fait, il y a des pertes au niveau des planeurs, mais elles ne sont pas si importantes que ça. Enfin, elles sont relatives. 352 planeurs utilisés le 6 juin. Il y a 704 pilotes. Donc, ça veut dire qu'ils sont deux Pilote, copilote. Voilà. Et sur les opérations, alors sur les pures opérations du 6 juin, il y a 32 morts. 32 pilotes de planeurs qui sont tués le 6 juin. Alors, il y a des troupes il y a eu des crashs. Il y a un malheureux soldat qui n'a pas vu où il mettait les pieds en sortant du planeur. Il a fini dans une mare, il a été noyé. Et plus grave que ça, il y avait un haut gradé américain, je crois, qui était dans une Jeep. La Jeep avait sa remorque derrière. Et au moment du choc, la Jeep s'est détachée, il s'est pris un coup du lapin, voilà. Et dans des choses comme ça. J'ai noté qu'il y avait 6 planeurs qui avaient été perdus en Manche quand même. Avec leurs troupes. Les opérations aéronautiques, possible qu'un bombardier remorqueur ait dû avoir un problème, et dû larguer sa charge aussi. De collision en vol aussi avec... parce que je n'ai pas lu des choses, mais peut-être. Ouais. Combien de personnes à peu près dans un planeur comme le Airspeed 18 à 20, oui, quelque chose donc comme 18 soldats armés, casqués, prêts à bondir. C'est pas des soldats qui font 50 kilos, oui, ils sont équipés. Ah, ils ont été sélectionnés pour pas avoir... on ne prend pas des gros costauds que des petits malingres. Aucune idée. Les petits malingres ont peut-être du mal à porter 50 kilos d'équipement, je ne sais pas. Mais... Parce qu'ils partaient avec de quoi tenir un paquet de... Il fallait tenir le pont jusqu'à l'arrivée de Lord Lovat. Alors, oui, le fameux Piper n'a jamais traversé le pont en sonnant... sous les balles ennemies, je pense que... Mais par contre, quand il a fait la jonction avec l'officier qui tenait le pont, oui, il jouait. Voilà. Il dit, mais par contre, j'ai pas traversé le pont en sonnant la cornemuse. Il me semble qu'il était présent encore, il était encore vivant lors des cérémonies du cinquantenaire ou du soixantenaire. Hein, sans doute. C'est un personnage intéressant. Alors, quoi qu'il en soit, donc, ces jeunes pilotes de planeur étaient formés spécifiquement. Par contre, ceux qui ont fait l'opération sur les ponts, ils ont surtout eu un entraînement extrêmement spécifique, opposé de précision. Donc, il a fallu leur trouver une base. Un endroit avec un petit bois où ils pouvaient aussi se poser dans les prés, et il fallait pas trop longtemps pour, avec un tracteur, ramener le planeur sur la base à côté pour pouvoir reprendre l'entraînement. Donc ils se sont entraînés, beaucoup entraînés. Mais au bout du compte, dans leur progression, on va dire, militaire, ils sont pilotes de planeur, mais une fois qu'ils sont au sol, il faut qu'ils se transforment immédiatement en fantassins. Tout à fait. Derrière, les gens qui ont été formés pilotes de planeur ont été réutilisés pour les autres opérations aéroportées Arnhem. Oui, c'est les mêmes. Ils sont restés pilotes de planeur. Vous y retournez. Ils restent pilotes de planeur. D'accord. Bon, on a remplacé les pertes, etc. Mais donc c'est une spécialisation quelque part. Il y avait un glider regiment. Et les gars étaient avec cette double formation, fusillés. Donc il était loin d'être des sous-pilotes. Ouais. Même si un général britannique a sous-entendu que ça serait le plus grand exploit aéronautique de l'histoire si des gens si peu entraînés parvenaient à remplir la mission. Globalement, la photo est un bel hommage rendu aux qualités de navigateurs de certains qui sont de nuit, se sont posés à 50 mètres de l'objectif et derrière, l'histoire nous raconte que ils ont tenu le pont. Ils ont tenu le pont. En dépit de grandes difficultés et du temps qui devait paraître très très long. Alors ils ont été très vite. C'est pas Lord Lovat en fait qui les a renforcés tout de suite. Dans l'heure où les 2 heures qui ont suivi, il y a des parachutistes britanniques qui ont été lâchés. Du 7e bataillon qui sont venus les renforcer. Parce qu'on a des largages de planeurs, mais aussi du largage de parachutistes. Alors ça se passe de l'autre côté. Ça, c'était le côté britannique. Donc, et de l'autre côté, du côté Sainte-Mère-Église, 40 ans, etc. Là, c'est les fameuses 82e Airborne et 101e Airborne qui vont être parachutés. Mais ils sont précédés.
alors, par des unités très spécialisées de ces groupes qu'on appelle les Pathfinders. Donc la traduction, ça veut dire ceux qui trouvent le chemin. Les Pathfinders, ce sont des unités spécialisées dans le... C'était quoi leur rôle? Ce sont des éclaireurs. Les éclaireurs. Des éclaireurs. Donc ils vont être parachutés de façon à marquer les sites, les drop zones et les landing zones. Donc les drop zones, les zones de parachutage, et les landing zones qui sont les zones de posée des planeurs. Ils utilisent pour ça, pour marquer ces zones spécifiques qui ont été très très bien déterminées, plusieurs systèmes. Il y a un système dit de lampes allophane, c'est des lampes qui sont très directionnelles, qui permettent à l'avion qui se présente dans le bon axe de savoir que c'est là, et puisqu'il voit la lampe. Et puis de jour, il y avait aussi des grands panneaux colorés qui étaient déployés en forme de T, qui étaient déployés au sol. Eux, ils sont parachutés de nuit par contre. Donc, ils arrivent, alors ils sont à bord de C-47. C-47, Douglas C-47, que les Britanniques appellent le Dakota. Nom qui reste. Skytrain pour les Américains. Voilà. Et ils sont quelques-uns, il y a une vingtaine d'avions, pas plus. Oui, qui font cette mission. Donc ils sont parachutés de nuit, c'est à eux de se repérer et de créer les landing zones. Il y a quoi, une vingtaine de parachutistes par avion, un petit peu plus? Tout à fait, et un peu de matériel. Et du matos. Il y a du matériel de transmission. Ils ont utilisé un système qui s'appelait Eureka Rebecca. Lève là ces fameux Pathfinder. D'accord. Eh ben, je trouve que ça manque d'homogénéité dans les tenues. Dans les tenues, hein. Il y a du négligé là, les enfants. C'est quoi ce bazar? C'est du pratico-pratique. Alors ça doit être l'équipage du C-47 qui est en tenue. Ceux qui ont les beaux blousons. Ouais, ils ont les beaux blousons. C'est les A2. aviateurs. Le blouson A2 de l'aviateur. Voilà. Et puis derrière, on a les gars qui vont aller au casse-pied. On a les parachutistes avec les camouflages noirs sur le visage. Voilà, pour pas, s'ils étaient éclairés, la tache blanche pouvait éventuellement... Pas servir de cible trop voyante. Trop voyante. Donc c'est du camouflage tout simplement. Donc les Pathfinder ont été les premiers des premiers. Donc on largue d'abord les Pathfinder qui ont pour rôle de dire aux autres c'est là qu'il faut débarquer les gars. De marquer les terrains de parachutage et d'atterrissage de façon à ce qu'ils soient facilement reconnaissables par les dizaines, centaines de C-47 qui vont venir derrière larguer des troupes ou larguer du planeur. Et ça, leur rôle, une fois qu'ils sont troupes au sol, c'est pareil, ils sont sur les flancs des plages, c'est pareil pour établir une barrière. Et donc, il n'y a pas d'autre moyen pour les faire venir que l'aéroporter. Le plus rapide, le plus surprenant. Oui. Voilà. Et puis qui permet un certain nombre. Donc après, ils disposent leur matériel. Et on était dans les débuts de la technique avec ce fameux système Eureka Rebecca. Alors c'est un système de radionave. Voilà. Sommaire, mais... Sommaire, mais relativement efficace. Il y avait une petite antenne juste sous la fenêtre du poste de pilotage du pilote. Une petite antenne qui faisait 5 rangs avec deux branches, qui permet d'envoyer un signal qui émettait et auquel répondait l'autre quand il était reçu, qui permettait de guider l'avion de façon relativement sommaire. En lui disant, en tout cas, vous n'êtes pas très loin et vous êtes dans l'axe. Donc c'est le APN2 Rebecca et le récepteur au sol, c'est l'Eureka. Voilà. Donc c'est un système... Rebecca, Eureka, en deux parties. D'accord. Et donc les gars avaient ça et pouvaient guider. Alors ça a quoi comme précision? C'est du NDB, enfin c'est les bases NDB actuelles. Aucune idée, je ne suis absolument pas électronicien. Ça avait largement équipé la plupart des avions, que ça n'a pas toujours fonctionné. Les équipements sont tombés en panne à bord aussi. Oui. Voilà. Mais que c'était suffisamment précis pour que... après, on sait ce qui s'est passé sur les parachutages. Il y a des parachutistes qui n'ont pas atterri tout à fait là où ils devaient. Les Allemands avaient du brouillage. Aucune idée. Et je me demande même s'ils étaient au courant de ce système. Parce que la radionave, comme tu le disais, pour les planeurs, mais pour les chasseurs, comme pour les bombardiers, on est sur du cap-montre comme technique de pilotage. Alors, il y a quelques petites précisions pour nos jeunes générations. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas d'iPhone. Il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de GPS. Il y avait des cartes papier sur lesquelles on traçait... Moi, je l'ai fait quand j'ai appris à piloter, il y a bien longtemps. On traçait des traits et on mettait un petit trait en travers toutes les 5 minutes pour savoir où on se repérait, si on avançait. Donc le cap, ce qu'on appelait naviguer au cap et à la montre. Ça larguait bas. Ça larguait très bas, surtout qu'il y avait un plafond de nuages qui était relativement bas. Alors ça larguait bas parce que ça raccourcissait le temps sous voile aussi. Surtout. Entre autres, c'est pas l'intérêt de larguer un parachutiste à 1000 mètres. C'était pas des parachutes directionnels comme on a aujourd'hui. Non, c'était vraiment parachute coupole. Oui. Vous allez pouvoir en voir à la télévision. Oui, on l'a. Il y a des largages qui ont lieu en ce moment d'ailleurs, au départ de régulièrement. Cherbourg. C'est rien à voir avec les voiles qu'on utilise aujourd'hui qui sont très très directionnels. Là, on pouvait altérer un tout petit peu sa direction en tirant sur une suspente. Le but, c'était de passer le moins de temps sous voilure et d'être le plus rapidement par terre. Donc là, on est en pleine nuit du 5 au 6 juin. Il y a des troupes au sol américaines
Alors, Anglaise. minuit et demi. Minuit et demi. On va dire à minuit 40, on leur laisse le temps. Pegasus Brice, ça a pris 10 minutes. Hein, Ouais. Voilà, c'est Bon, réglé. ils étaient Le pas pont- très nombreux à garder le pont. Non, le pont d'à côté, pareil. Alors pourquoi Pegasus? Parce que l'unité de combattants qui a pris le pont avait pour mascotte une petite licorne, une petite peluche en licorne. D'accord. Pegasus. Après, le nom avait été suggéré par une dame de la haute société britannique. C'est des influences. Voilà. C'est Et déjà donc- des influenceurs à l'époque. Donc à minuit et demi d'un côté, Pegasus Bridge et son pont voisin est pris, et de l'autre côté, du côté de 40 ans, Saint-Mère-Église et tout, les Pathfinder sont là, ont commencé à marquer les terrains, et ça ouvre la voie à l'arrivée de l'avion est-ce qu'il y a un avion le plus emblématique? Bon, déjà, on va dire les choses. C'est le meilleur avion du monde. Ça reste le meilleur Ça avion peut. du monde. Bon, Oui, on est à oui. peu près tous d'accord. Tous Oui. les gens qui connaissent un peu l'aviation disent L'histoire de l'aviation. le DC-3, le C-47, c'est un des avions les plus importants de l'histoire de l'aéronautique, de l'histoire mondiale. On va pas faire son histoire. C'est un avion qui naît dans les années 30 et qui est encore en service aujourd'hui. Indestructible, indémodable. Il y en a encore qui travaillent en Afrique. Dans Dans le les Grand Grands Nord, Nord, dans ouais, le chez Grand Nord, Buffalo, voilà. tout ça. Je crois que c'est le seul avion au monde sur lequel on n'a pas mis de durée de vie à sa Alors, cellule. il y en a d'autres, mais effectivement, c'est un des C'est un premiers. des premiers. C'est un des premiers. À tel point qu'il y a une société à Oshkosh, dans le Wisconsin, qui s'appelle Basler, Basler. qui s'est fait spécialité de turbiniser ces avions. Et donc, certains de ces exemplaires turbinisés sont peints d'une peinture grise, une livrée grise très discrète. Ils sont employés par des troupes très discrètes. Très discret. Pas que d'ailleurs, puisqu'il y en a qui sont utilisés en Antarctique aussi pour les missions antarctiques. polaires, etc. Précision de Franck May intéressante qui nous dit, et pour remplacer un DC-3, ce qu'on fait de mieux, c'est un DC-3, mais avec des nouveaux moteurs. Donc cet avion-là est l'avion emblématique, il emmène une vingtaine de parachutistes, il y a une grande porte qui permet d'être largué, il peut aussi larguer du matériel, donc des jeeps, des munitions. Alors, il largue pas les jeeps. Il peut embarquer une jeep. Les munitions, tout ce qui est gros matériel, genre des affûts de mortier, des choses comme ça, sont embarqués sous les ailes. Un système. il largue. Et ça, oui, tout à fait. C'est un système. Il y a 6 endroits où on peut accrocher ce qu'on appelle des parapacks. Hein, c'est des grands sacs qui sont remplis de matériel, qui font, je sais pas, 1,50 m de long, enfin, qui a un certain diamètre. Et donc, ils emportent en plus ce matériel-là. Dans un C-47, on peut mettre beaucoup de choses. Ouais, à peu près tout. On peut mettre des fûts de 200 litres, beaucoup. Le plancher. Alors, ce qui distingue le DC-3 civil du C-47, entre autres, c'est son plancher renforcé. Sa circonférence de fuselage lui permet d'embarquer entre autres une Jeep, des mortiers. On a même trouvé une belle photo où on voit un fuselage de P-40. Ça rentre. Ça rentre. Alors, Ça rentre. Alors- ça a dû prendre du temps, mais c'était pas sur ce théâtre d'opération. Hein. C'était Oui, j'imagine en Birmanie, Voilà, en Inde, parce que là on a une porte qui est ouverte, mais en fait il y a une porte cargo. Hein, Oui, tout à fait. ce qui En différencie- deux battants. Ouais, deux battants. Malgré tout, pour entrer un fuselage long par ce battant-là, c'est comme quand tu rentres ton canapé à le déménagement par la Voilà, petite par porte. la petite porte, en biais, avec beaucoup de C'est là que tu mains, perds des copains. beaucoup de moyens de levage. Voilà. Non, Mais mais tu peux, c'était mais ça vraiment. rentre. C'est un avion incroyable à tout faire. Équipé, donc remorqueur aussi, Hmm. puisqu'il est équipé d'un système avec un crochet à l'arrière. Donc, Alors il tire les planeurs, il emporte les parrains, on peut tout lui faire quoi. comme Alors, on le fait, comme c'est le cas aujourd'hui. Et ces avions-là, donc une fois qu'ils ont largué les parachutes, ils reviennent à leur base en Angleterre. Là, on les charge à nouveau et puis ils refont un deuxième tour. Comment ça se passe? Oui, c'est reparti, ça n'arrête pas. Un des aspects les plus incroyables, une fois de plus, il faut se remettre en 1945, quoi. C'est la logistique américaine. Parce que c'est pas le tout d'amener des combattants. Mhm. Une fois qu'ils sont sur place, après, il faut les faire avancer. Il faut qu'ils puissent se défendre, il faut ramener des munitions. Il faut les faire avancer, il faut du carburant. Il faut réparer les véhicules qui tombent en panne. Il faut les nourrir. Si possible, un peu les loger, tant qu'à faire. Donc des tentes, des canettes, du cornet de beef, Du coca. Enfin, du coca déjà à l'époque. Du lit, oui, oui, bien sûr. Même pas de bière. Non. Ça se sait Quelle pas, en tout honte. cas. Alors, on nous dit sur le Dakota, il manque que des flotteurs. Ah, Mais il y a eu. il y a eu. il y a eu. Et il n'en existe plus qu'un seul exemplaire en état de vol dans le dans le nord américain Ouais. qui vole, je crois qu'il a Dulus au lac supérieur avec surflotteur. C'est excessivement impressionnant. Un Ah, tu l'as TC3, vu? je l'ai pas vu. Ah. Malheureusement, j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos. Bah, moi aussi, Mon je l'ai Dieu. vu quand vous- Je l'ai vu, mon Dieu. Il avait été conservé donc avec ses flotteurs. Je sais qu'un temps il a volé sans les flotteurs et Ils l'ont remis récemment, Ils l'ont remis le récemment flotteurs. parce que c'est un truc. Donc, Amphibie, hein, c'est des flotteurs avec des roues, c'est Oui, plus. Ouais, c'est ça. non, c'est- Donc de toute façon, le DC-3, on va faire clair. Bon, on va parler 2 secondes. Le DC-3, il peut tout faire. Il n'y a qu'une mission sur laquelle il n'a pas été bon, c'est bombardier d'eau.
et j'ai réussi à le placer. Bien. Voilà, ça, Voilà, aïe, c'est fait. voilà, ça c'est fait. Et c'est la seule mission où il en a fait, hein, il en fait un peu, il en fait toujours, les basseleurs peuvent être. Mais il n'a pas révolutionné le domaine. Alors que dans toutes les autres missions qu'il a pu faire, c'est une référence absolue. En plus, il est beau. Il est beau, Il est mignon. Il a un est joli pas bruit. méchant à piloter. Il décolle avec des surcharges phénoménales. Et des centrages Des centrages hallucinages. Un décentrage qui ferait peur à n'importe qui. Il a été sur tous les théâtres d'opération. Oui, c'est la bête à tout faire. La bête de somme américaine. Et la Le preuve, mulet, voilà, le mulet de l'armée Alors, américaine. il y en a eu entre 10 et 13 000 de construits, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc Oui. ça veut dire qu'il y a plein de pièces détachées. Mais c'est en partie ce qui va expliquer pourquoi il y en a encore aujourd'hui. Mais c'est les qualités de l'avion qui ont fait le reste aussi. Bien sûr. Donc pour toi, Xavier, Pour moi, il est un des plus emblématiques. Alors, d'après notre ultra spécialiste Yves Tariel, il y en a eu un peu moins de 1000 utilisés ce jour-là quand même. oui, un peu moins de 1000. 1000 quand même. 1000 quand même. Ouais. Sur une flotte alliée qui comptait, 11 Alexis 000, un peu plus. 11 000 appareils, on pense. Un peu plus de 11 000 appareils. Donc tout un peu compris. moins de 10% de la Un flotte peu moins de utilisée pour le 6 10%, juin, c'est quand même des C-47. Ça donne une idée. Alors oui, c'est l'histoire, le but, c'est la logistique. Complètement. C'est un avion de logistique avant toute chose. Il a la logistique humaine du soldat, mais du reste. Il faut amener du sang, Oui. des poches de sang, de la perfusion. Il faut amener des hôpitaux à monter en catastrophe. Il faut tout. Il faut. La seule chose qu'il n'a pas amené, c'était les tracteurs et Les bulldozers. les bulldozers avec lesquels on a construit les pistes qui sont arrivés par bateau. Mais pour le reste, Là, on le voit. Alors là, on a deux C-47 qui tractent deux. c'est des CG4 a priori, Ouais. de Waco. Et là, on est à très basse altitude, visiblement. Enfin, à très basse altitude. On est à basse altitude. Il y a un truc qui fume derrière. Je ne sais pas ce que c'est. Mais on est au-dessus de la Normandie, là, visiblement, c'est ça, hein? Alors le Waco CG4, Ouais. avion intéressant parce qu'il a pas été construit en Angleterre. À Waco, Oui. Texas. Non, il a été conçu, mais il a surtout été construit par tout le monde aux États-Unis. Ah Par oui. Ford, par une entreprise, je sais que à Minneapolis, dont la spécialité était la fabrication de caisses d'expédition en bois. Oui, mais alors, c'est une machine en bois. C'est un planeur en bois. Tube et bois. Tube et bois. Ouais. Ah oui, donc il faut quand même Une machine par une entreprise qui fabriquait les pianos aussi. On a même parlé de l'effort de guerre. Et voilà, c'est ça. La machine américaine, Quand elle se lance, elle ne s'arrête pas et elle produit partout où il faut produire. Sur une intensité qu'on a du mal même encore à imaginer 80 ans après. Il sortait combien de centaines d'avions par jour de l'ensemble des usines. Le nombre de porte-avions par mois était hallucinant. C'est ça, hein. On ne se rend pas compte de l'effort de guerre. On y reviendra peut-être à la fin, mais il faut quand même préciser que le 6 juin, avec l'événement qu'on sait, le 15 juin, les Américains lancent la campagne des Mariannes avec 7 porte-avions et plus de 1500 avions. 7 porte-avions d'attaque, D'attaque. D'accord. Ouais. 7 porte- accompagnés de... Ça Donc, veut il est- dire qu'en juin 1944, non seulement ils mènent le débarquement, l'opération amphibie la plus importante de l'histoire, Ils sont pas tout seuls, hein. Il y a les Canadiens, Il y a les il y a les Canadiens, les Britanniques, Anglais, etc. voilà. Mais à l'autre bout du monde, à l'autre bout du monde, ils font à peu près la même chose. il y a un peu moins Différemment, d'avions, mais un petit peu moins d'avions, mais beaucoup plus de navires. Mais c'est voilà, l'effort de guerre américain, la machine de guerre américaine est lancée, très bien lancée. Et le 6 juin en est l'expression la plus aboutie ou la plus parfaite. alors je vais avancer un petit peu, mais Oui. le 6 juin 1944 au soir, les Allemands ont compris que les Américains étaient là. Ils ont compris qu'ils avaient perdu la guerre ou pas? Non, parce que alors Il y a la croyance en l'Allemagne forte et non, il y a, enfin, et ils n'ont pas pour conscience de certains- la puissance qui est en face. Si, ils ont à très haut niveau, ils ont conscience. La meilleure des preuves, c'est que Rommel, alors il faut quand même parler du commandant en chef, Rommel, et donc le hasard fait que Rommel n'est pas là le 6 juin. Rommel est en Allemagne. Une Rommel, histoire lui- d'anniversaire, hein, je Voilà, crois. Rommel, lui, a fait partie de cette partie de l'état-major qui a très bien compris que les carottes sont cuites, si j'ose dire. Après, on est quand même dans un État qui est quand même plongé dans une folie absolument totale, avec son dictateur à la tête et tous ceux qui l'entourent. Et eux vivent dans des délires absolus, c'est-à-dire vont croire pendant relativement assez longtemps que le 6 juin en Normandie est une opération de diversion et qu'il ne faut pas toucher aux Panzers qui sont dans le Pas-de-Calais. Donc ça va retarder, mine de rien, tout ce genre de retard va entraîner, va faciliter le travail des Alliés en Normandie. L'opération d'intoxication alliée a
totalement réussi. Alors, Fortitude, il faut par en grande exemple, partie. En grande partie. il faut rappeler que les premiers V1 sont tirés sur l'Angleterre à partir de un petit peu avant le débarquement de Normandie, mais c'est dans cette perspective, c'est-à-dire que dans cette perspective où les Allemands pensent, ou Hitler en l'occurrence, pense pouvoir toujours remporter la victoire. Donc ils ont de la croyance. Sachant que Hitler n'est averti du débarquement qu'à 10 heures. Donc là, dans le jour le plus long, ils ont raison. Oui, parce qu'il a fait une fête d'anniversaire, il s'est couché à 3 heures du matin, il a pris des cachetons pour dormir et il a dit surtout vous ne me réveillez sous aucun prétexte. Oui, sauf que, à quel moment on peut se dire qu'il y a une grosse opération alliée en Normandie un peu bizarre? Il n'y a pas quelqu'un qui se dit ça vaudrait peut-être le coup de prévenir le chef? Si, il y a quand même, puisque Pip Spriller est à l'antenne, Ouais, j'ai mis Pips. extrait du film d'hier soir. Voilà. Alors ça, c'est une des plus grosses contre-vérités de ce film. Parce que l'image que donne le jour, on va pas critiquer Non, jour le plus long, film, il est mais ce qu'il est. il est une base, c'est peut-être une base culturelle où beaucoup de gens qui s'intéressent pas au sujet ont cette base culturelle comme souvenir ou comme référence. Ce film donne ou laisse à penser que Pip Spriller et son ailier, d'ailleurs c'est pas son bon nom dans le film non plus, sont les seuls pilotes allemands qui ont été au charbon ce jour-là et qu'ils ont fait un truc de gloriole, Oui, un passage, une rafale et on s'en va. Loin de là, même si on garde quand même quelques proportions pour donner un petit rapport de proportion, non, le ciel n'était pas vide d'avions allemands, la Luft a décollé, a fait des missions, a tenté quelque chose. mais elle était toujours là. Par exemple, à Saint-André-de-l'Eure, Alors, Saint-André-de-l'Eure, Saint-André-de-l'Eure, c'est en pas Normandie. très loin d'Évreux. Voilà, pas très loin d'eux, était basée une unité de Messerschmitt 410. Donc, une évolution bimoteur, chasseur de nuit. Ok, ils auraient pu aller taper les. Ils étaient en vol, ils y sont allés. Ils étaient en vol ce jour-là. Ils ont marqué des points contre des victoires contre les C-47. Non, pas trop. Non, Enfin, ça s'est plutôt passé à leur désavantage. ouais. Mais ils étaient là. Par exemple, alors c'est un article qui m'a pris beaucoup de temps à faire, qui fait une vingtaine de pages dans leur série, où j'étais chercher des témoignages de pilotes allemands. Je suis parti de cette image-là, de Pip Spriller qui hurle en me disant « Mais donnez-moi les moyens, enfin, je peux rien Oui, faire. oui, je peux rien faire. Et c'est vrai que son unité était dispersée, qu'il n'avait pas grand-chose qu'il pouvait faire. Soyons précis. La fameuse mission où il va mitrailler une Elle plage, a il l'a existé. réellement fait. Oui, il l'a fait. Il l'a raconté. Voilà. Mais pour vous dire qu'il y avait des avions allemands quand même dans le ciel, minuit 30, alors, au moment où ça se pose à Pegasus Bridge et ça se pose à 40 ans à Sainte-Mère-Église, il y a des ME 410 qui décollent de Saint-André-de-l'Eure. Pourquoi? Parce que le débarquement, en tout cas les opérations spéciales, ont été précédées par de grosses opérations de bombardement des batteries de canons sur la côte. Et ça, c'était dès le milieu de la nuit. Des Lancaster, essentiellement, je crois, sur la batterie de Mézy, sur Merville et tout ça. Donc, ça se sait, et les Messerschmitt 410 sont alertés pour essayer d'aller taper. Du bombardier. D'accord. Ils n'y arrivent pas, ils arrivent trop tard. Oui, Merville, Franceville, c'était la première. Ils y arrivent trop tard, donc ils font demi-tour, ils viennent se poser. Mais là, il y avait quoi dans le ciel? Eh ben, il y avait les chasseurs de nuit britanniques, du type bimoteur, rapide, tout en bois. Petite merveille. Petite merveille qui pique. Petite merveille. Mosquito. Donc le Mosquito. Et il y a un 410 qui, au moment où il se pose à Saint-André-de-l'Eure, se fait taper. Il a 100 mètres d'altitude, établi en finale. Et un Mosquito du Squadron 605 qui là-bas. Donc c'est la première victoire aérienne du jour J. Oui, il s'est dit beaucoup de choses là-dessus. Mais la première victoire avérée, c'est celle-là. D'accord. C'est celle qui est aujourd'hui reconnue par les historiens. Donc un Mosquito de chasse de nuit qui se paye un chasseur allemand. En chasseur de nuit, justement, on imagine opération nocturne. Donc il y a des chasseurs de nuit, la chasse de nuit britannique qui est développée, la chasse de nuit américaine, elle en est où? Il y a des P-61 à ce moment-là sur le front ou pas? Il y a très peu. C'est pas un avion du front européen. Non, c'est comme le P-38 n'était pas vraiment un avion du front européen. Il y en a eu, mais donc non, la chasse de nuit, elle est surtout britannique. Donc les Mosquito, Beaufighter. Voilà. Des Boston encore, il y avait encore des Havoc ou pas? Oui, bien sûr, parce que pendant des Havoc pilotés par des Français ont répandu un rideau de fumée sur la Manche. On parle du groupe Lorraine. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, pour donner un autre exemple, ces avions étaient actifs. Il y a un Halifax du Squadron 346, baptisé Guyenne, piloté les groupes lourds français, dont l'équipage a rapporté vers 3 heures du matin, avant que ça touche, que le débarquement ait vraiment lieu, avoir été poursuivi par
eux disent un Ju-88 ou quelque chose, les historiens disent plus probablement un Messerschmitt 410. Donc un des avions qui était à Saint-André-de-l'Eure. Lui, il venait de taper les bombardiers, le Halifax venait de taper la batterie de Maisy. Donc il y a des bombardements, il y en a régulièrement, mais là ça se Il faut concentre faire taire les canons. Oui, pour pas qu'ils tapent la flotte qui est au large. Voilà. Et donc la chasse de nuit, Elle est active. les chasses de nuit, Elle est active, les deux camps sont actifs. elle décolle sur alerte. Mhm. Donc il y a des avions dans le ciel de Normandie et des avions allemands. Pas énormément, mais il y en a. Alors, les bateaux arrivent devant la plage, ça commence à débarquer. C'est surtout les planeurs, a priori, qui d'après ce que j'ai lu, alors sans doute que oui, les batteries côtières ont fini par rappeler en disant il y a quand même du monde en face. La fameuse scène, ils arrivent. Oui, mais elle a sûrement dû arriver à 2-3 endroits différemment où les gars ont dit mais là je crois que là on est bon. Voilà. Il y a des avions et des Focke 190 qui sont basés à Évreux, qui sont mis en alerte parce qu'on leur apporte beaucoup de planeurs. Donc là, il y a une opération aéroportée, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc ils décollent, et puis malheureusement, ces gars-là, ils ne doivent pas aller au bon endroit, ils rentrent, ils disent on n'a pas vu de planeur. Ils sont au sol, les planeurs, à ce moment-là. Voilà. Ah, ils n'arrivent pas à rentrer dans le On leur a flux. peut-être pas dit dans le truc, il y avait une partie de l'unité en plus, comme quoi il y avait des avions aussi allemands dans le ciel de Normandie. C'est qu'une partie, alors c'était des Focke 190 de bombardement, d'appui sol. Il y en avait une partie qui était partie bombarder Portsmouth et qui rentrait. Ah oui, d'accord. Alors comment ceux-là n'ont pas vu, je ne sais pas par quel chemin ils sont rentrés. Alors les trajectoires ne sont pas forcément des trajectoires rectilignes, c'est ça l'idée aussi, c'est que les navigations sont faites... On passe pas par les chemins les plus attendus. Voilà, si on donc passe ils ont fait un crochet pour éviter la Manche et puis ils n'ont pas vu les bateaux. Mais voilà, ce sont des messages que reçoivent les avions de la Luftwaffe dès 3 h du matin. C'est le fameux SKG-10, c'est Focke 190 de bombardement. Alors, ils reçoivent un deuxième message, donc il y a une autre patrouille qui repart de Bayeux. Donc ils sont pas loin. Ils sont tout près. Et eux, traversant, descendant dans les nuages, ils voient l'armada. Et là, on a des témoignages, on a retrouvé voilà, c'est bien écrit dans un bouquin par l'Oberfähnrich Wolfgang Zebrowski. Et il en fait 2 pages et on sent que ce pilote, il a du mal à croire, quoi. Il n'arrive pas et il réalise pas qu'ils ont en face. Si, il réalise et sans accepter cette vérité en disant mais c'est pas possible, il n'y a pas autant de bateaux. Ils avaient conscience qu'en face, c'était une industrie puissante et qu'il allait à pouvoir aligner des milliers d'avions face à eux. Eux, ils sont quelques centaines. Alors, non, faut quand même ça fait un moment que les Allemands et la Luftwaffe en particulier sait que les carottes sont cuites. Je fais juste un focus de 3 secondes à propos des bombardements et des bombardiers. Parce que c'est important. Donc ils ont évidemment bombardé le 6 juin et bien avant le 6 juin. C'est-à-dire qu'en gros, l'état-major allié décide qu'ils vont lancer l'opération, ce qu'ils appellent Transportation Plan. C'est-à-dire à partir du mois de mars 1944. C'est-à-dire que et là, c'est important. Donc les Alliés avaient décidé de lancer une opération de bombardement sur l'Allemagne 2 jours pour les Américains, de nuit pour les Anglais. Donc elle est largement en cours en 1944, sauf qu'en 1944, comme le débarquement arrive, le Eisenhower qui commande l'opération de manière globale dit j'ai besoin de bombardiers et ça se passe pas très 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 bien parce qu'il va falloir lui donner les bombardiers de la 8e Air Force et les bombardiers du Bomber Command et leurs chefs respectifs voient d'un très mauvais œil ce qu'ils estiment être une perturbation de la grande opération qu'ils sont en train de mener sur l'Allemagne. Donc en juin 1944, c'est Eisenhower qui a sous la main les bombardiers de la 8e et du Bomber Command. Et ça, c'est important. C'est important parce que voilà, Eisenhower détient littéralement toute l'aviation alliée depuis les avions d'observation jusqu'aux bombardiers stratégiques. Il faut les lui emprunter. Voilà, il faut les emprunter. Donc j'ai l'honneur de vous. Et donc voilà, les bombardiers, ce qui explique la présence des bombardiers stratégiques au mois de juin sur la Normandie. Et donc avant, ils ont attaqué toutes les voies de communication, globalement tout ce qui est au-dessus de la Loire. À partir des ponts, voies ferrées, dépôts, garde de triage, tout, base aérienne. Et donc ça, ils vont le faire d'une façon globale, ce qui explique que les Allemands ne sauront toujours pas où va se passer le bombardement. Mais ils savent que le débarquement approche. Ils savent que le débarquement approche parce qu'effectivement, depuis le mois de mars, les bombardiers stratégiques bombardent beaucoup moins l'Allemagne et beaucoup plus la France. Mais ça permet de situer aussi le débarquement en France. Quand on regarde une carte, on se dit qu'ils auraient pu aussi débarquer en Belgique.
Il y a des endroits. Des belles où- plages. Il y a des belles plages où ils auraient pu débarquer tout aussi Bah, facilement, qui n'étaient pas beaucoup plus loin que. Non, mais les Allemands ont estimé que la proximité du Pas-de-Calais allait entre guillemets, attirer les Alliés à débarquer, et non. Non. Et non, les Alliés, justement, ont décidé d'aller un peu plus loin. Ils ont pris un risque. Mais d'un autre côté, ça représentait quoi? Quelques heures de plus de navigation? Oui, c'est À pas peine. démesurément. C'est pas quelque chose de décisif. S'ils avaient dû passer une semaine de plus en mer, oui, ça aurait été. Mais là, il y a quoi? Il y a 2 heures, 3 heures de navigation en plus. Aucune idée. C'est pas- J'ai pas fait voilà, j'ai jamais fait cette route-là. non. Quand même, la Luftwaffe est au courant quoi, de ce débarquement très très rapidement. Oui, ils se rendent compte que là, c'est la grande. C'est la Et grande là, opération. Wolfgang Zebrowski, lui, il avait que 2 heures de carburant, donc il rentre très très vite. Il affirme quand même avoir abattu 3 Lancaster. Il croise des Lancaster sur le chemin retour. Il dit je tape dans le tas et j'en fais descendre 3. Ça reste à avérer. Mais 8h, 9h du matin, il y a une douzaine de Ju 88, bimoteur, appui sol, fortement armé en canon, de la ZG1, qui part de l'Orient et qui attaque à la bombe Sword Beach. D'accord. Donc on est loin du film là. C'est un bombardement moyenne, haute Ah, altitude. c'est un bombardement tactique. Il faut aller. Ah non, basse moyen- altitude. Ah oui, moyenne altitude. Et ils ont eu des pertes ou... Oui, ça. Ah oui, bah, ils ont- les- ils- Là, du coup, il n'y avait pas les bandes blanches et noires, ceux-là. Donc ceux-là se sont fait avoiner par tout ce qu'ils pouvaient tirer vers le haut dans le secteur. Quand ils n'avaient pas aussi des choses qui tombaient du ciel. Ouais, ok. Donc il y a eu quoi? T'as une idée des pertes de cette J'ai mission? plus. Parce qu'en fait, ils sont une demi-douzaine, c'est pas énorme. Oui, pour cela, mais c'est pur- ça part en fait. Il y a des petits groupes d'avions d'à peu près partout, et chacun il va un peu avec ses moyens, quoi. Il n'y a pas de coordination. J'ai pas l'impression, j'ai pas retrouvé ça dans les écrits. C'est-à-dire que C'est très les local. unités reçoivent un coup de fil, il se passe des trucs en Normandie, envoyez ce que vous pouvez, Ça a l'air d'être ça. et ils y vont, ils font ce qu'ils peuvent Mais et de ils toute façon, reviennent. le Führer n'est pas réveillé. Ah oui, c'est vrai qu'il est toujours pas levé. Ouais, on peut dire qu'il n'y a pas de coordination, hein. Il arrive 10h et là il y a des Focke-Wulf 190 de la Jagdgeschwader 2. Ils arrivaient de bien loin, l'autre côté de la France, ils se posent à Creil pour être armés en roquettes. Et les gars, on leur met une roquette sous chaque aile et dit allez attaquer là, Gold. Alors, ça ne s'appelle pas Gold, mais c'est l'autre plage. Oui, voilà. vous allez attaquer entre... Allez attaquer des navires. Les gens, ils n'ont jamais attaqué des navires, quoi. Oui, C'est puis pas là, leur c'est- boulot. Enfin, bon, les Là, il y en roquettes, a- les alors, roquettes, c'est assez nouveau. Enfin, ouais, puis c'est pas les cibles qui manquent, mais répondre en plus. Voilà, les fameux Focke-Wulf 190 du SKG 10, là, Oberfähnrich, Zebrowski, ils réarment, ils repartent, ils reviennent attaquer la flotte. Donc il se passe des choses. Néanmoins, toute proportion gardée, les historiens estiment que comparé à combien on a dit de sorties, alors sortie c'est une mission pour un avion, hein. 12 000 sorties je crois pour la Oui. flotte alliée, hein, pour la journée du 6 juin. Au mieux de ce qu'ont retrouvé les historiens, 326. Ah oui, donc là, Pour le la- rapport, pour les il Allemands. est... Il est vraiment très équilibré. On n'est pas quand même dans le ciel vide, quoi. Alors, le ciel est pas vide, mais Pour te donner- 326 sorties, c'est ridicule. Enfin, C'est pas avec ça, ça va pas faire basculer. Tu peux pas faire C'est basculer. pas de nature à faire basculer le Alors, décision. Il y a un niveau d'impréparation et de transmission d'infos. Oui, il n'y a pas de, il y a Pour pas te, de pour coordination. te donner une anecdote, il y a des chercheurs de la fameuse Jagdgeschwader 26. Mhm. Oh là là, celle qui devait protéger la Normandie. Et bien, ils arrivent de Mont-de-Marsan et Biarritz. Ils étaient allés Ils faire étaient- quoi? Il y avait une corrida là-bas. Ils étaient déployés là-bas. Et on les fait poser à Guyancourt, en région Ah, il y avait parisienne. encore l'aérodrome à Guyan qui existait encore. Et puis, ils en redécollent pas de la journée. Il n'y a personne pour refueler, enfin remettre du carburant et réarmer armer les avions. Alors pourquoi on les a fait poser à Guyancourt? Parce Ah, que apparemment, on il y dit on avait- va pas vous emmener en Normandie parce qu'on sait pas Oui, c'est trop. peut-être un peu près du front. Il y a peut-être Ouais. beaucoup d'avions, voilà. Néanmoins, donc il y a des accrochages entre les chasseurs américains et les chasseurs allemands, et les Américains perdent des avions et les Allemands perdent des avions. Alors, j'ai noté que pour le 6 juin 44, les Alliés remportent 34 victoires aériennes, perdent 125 avions, donc par rapport aux 11 000 sorties, C'est un taux d'attrition. Alors je déteste parler des vies humaines comme ça, mais c'est acceptable. par rapport à ce qui Mm. s'est passé au sol, et c'est aussi pour ça que les commémorations mettent l'accent sur ce qui s'est passé au Oui. sol à Omaha, parce que visiblement, pour les aviateurs alliés, mourir le 6 juin, c'est pas de bol. C'est pas de bol. Et alors, Mais malgré tout, c'est très ambivalent en fait quand on lit les témoignages des pilotes alliés. Il y a ceux qui ont volé, qui n'ont jamais rien. Et ce jour-là, c'est une grosse déception parce qu'on n'a pas vu un avion, quoi.
À part les copains, on n'a pas eu d'avion. Alors c'est même, il y a même des trucs. Et ce qui peut donner, ce qui a sans doute dû donner à certains un faux sentiment de confiance. Oui, mais en même temps, t'as pas vu d'avion en face. Il y a 326 sorties. Oui, mais il n'y a pas que les avions qui font du bobo. Il y a 10 victoires aériennes pour le Luftwaffe qui perd 22 avions. Alors il faut relativiser, c'est pas des chiffres absolus, c'est ce que les historiens ont réussi. Voilà. C'est des recoupements, c'est des infos. Enfin voilà. Mais ça donne une idée aussi, c'est qu'il n'y a pas tant de victoires aériennes que ça. Donc la guerre est vraiment au sol. Il n'y a pas de résistance suffisante de la part de la flotte. C'est pas faux de dire Mais que les Américains sont maîtres du ciel. Clairement. Mais ça, c'était un impératif. Tu peux pas mener une opération sans. Ça reste un impératif dans toute guerre aujourd'hui, on le voit. Il faut la maîtrise du ciel. Totale. Pour que les troupes au sol puissent. Mais une maîtrise du ciel totale à ce point-là, dans l'histoire, ça s'est pas retrouvé souvent, quoi. Je crois que ça reste un cas d'école. Elle est quand même le fruit de campagnes de bombardement stratégiques, enfin toutes les attaques sur la Ruhr. Moi, je dirais la mise à feu de certaines villes. Enfin. Moi, je dirais la bascule se fait ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent la Big Week, la grande semaine en février 1944, en fait. C'est vraiment la bascule où les bombardiers stratégiques alliés, et américains en l'occurrence, vont vraiment casser les reins à la Luftwaffe. Très clairement, à partir de février 1944, la Luftwaffe sera vraiment à la ramasse. Le problème de la Luftwaffe, c'est produire des avions et sortir des pilotes des écoles. Oui. C'est donc il faut du carburant, il faut des endroits tranquilles aussi pour s'entraîner. Il y a une attrition phénoménale. Les pilotes allemands de juin 44 sont des gamins, quoi. Ils n'ont pas d'expérience. Je vois une question. On parle de sortie de Stuka type A au soir du 6 juin. Est-ce vrai? Oui. À un moment, on a rabattu. Alors, de sortie, oui, ils ont volé. Ils n'ont pas volé longtemps. Ouais. Et ils volaient en formation d'école. Et les Américains, quand ils sont arrivés dessus avec les missiles, ils ont dit, ils sont sérieux, les jeunes en bas? À un moment, quand la Luftwaffe s'est réveillée, ou quand le haut commandement s'est réveillé, on a essayé de rapatrier des avions de partout. Pas sur le front, mais vers le front. Ils ont même été sollicités une école de pilotage sur Stuka. Et ça a été un véritable tir au pigeon. Alors, je crois que ça s'est passé dans la soirée du 6 juin, très tard. Hein. En fait, il n'y a pas un facteur unique, c'est un ensemble d'une situation globale. Oui, c'est une situation globale qui a commencé à partir du mois de mars 1944. Les Alliés ont littéralement pilonné le nord de la France. Tout ce qui est au nord de la Loire, globalement, a été l'objectif. L'appareil industriel allemand était en très très mauvais état. Il y a une désorganisation de l'Allemagne dû justement à un chef, un Führer en l'occurrence, complètement fou. Qui est dans le déni. Qui est dans le déni. Un Göring qui vaut guère mieux, voire qui est pourtant, Göring est un aviateur, il doit savoir l'importance que revêt une supériorité. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, les opérations sur le front russe accaparent pas aussi toutes les ressources? Le front russe, ça va se réveiller le 22 juin. Ah, la date anniversaire. Voilà, le 22 juin 1944, les Soviétiques vont lancer l'opération Bagration. Donc là, c'est 2 millions d'hommes qui se jettent littéralement sur l'Allemagne. Et alors, pareil, est-ce que comme pour le débarquement, les Allemands s'y attendent? Ils se disent, ça va être l'offensive de printemps russe, ils vont nous marcher dessus, donc on met toutes les défenses là. Et on se repose sur le mur de l'Atlantique de l'autre côté. Le front était garni, oui. L'importance du 6 juin, c'est de faire un double étau. Voilà, c'est la tenaille inversée. C'est-à-dire qu'il y a déjà une tenaille à l'est et la tenaille à l'est va commencer et très largement se refermer à partir du 22 juin. C'est-à-dire que globalement, les soviétiques sont en URSS et ils vont s'arrêter sur l'Oder, c'est-à-dire le très peu de kilomètres de Berlin. Franck May qui nous dit Göring est shooté aussi, non, à cette époque, entre morphine et codéine. Oui, c'est ça. J'allais y venir, il y a l'addiction à la drogue de Göring, le fait qu'il veut absolument se faire bien voir du Führer, il faut qu'il soit dans le premier cercle, et puis que je crois qu'il semblerait, d'après ce qu'on a lu, qu'ils ont tous une peur bleue des colères du Führer, et qu'en gros, ils s'en tiennent à lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Ils peuvent se faire fusiller sur un mauvaise... Sur un coup de colère. Hein, ouais. Donc là, à l'écran, on a un Ju-88, vous voyez, c'est quand même un beau bombardier. Il y a eu des attaques de Ju-88 directement sur les bateaux de la flotte et sur la plage. C'est un appareil qui a une charge utile qui n'est pas extraordinaire. Non, c'est un avion tactique. C'est un bombardier tactique. Et là, c'est avec ces avions-là, il y en a une demi-douzaine qui tournent. Il y en a une demi-douzaine, peut-être plus. J'ai pris un exemple, il y en a quelques-uns en tout cas, et c'est un avion qui est encore largement utilisé. Donc le danger, il vient pas tant des airs, effectivement, pour les Alliés. Pour les aviateurs, il vient aussi du sol parce que la Luftwaffe a toujours, c'est un mot qui est connu, la Flak, qui veut dire Fliegerabwehrkanone, canon de défense antiaérienne. J'aime ton accent allemand. Quadritube, bitube, monotube, Là, c'est une batterie, 4 tubes de 20 mm. Ouais, c'est hyper efficace. Et pour les avions en basse altitude. Pour la haute altitude, ils ont d'autres. Ils ont du 88, ils ont du 150, des choses comme ça. Mais ça te sature un espace. Si tu passes dedans, tu es sûr de manger. C'est surtout, c'est facile
facile, comme on le voit, c'est facile à camoufler, c'est pas forcément visible tant que ça n'a pas tiré. Et puis le fait, je pense, à un moment qu'il n'y ait pas d'avion dans le ciel de Normandie, a donné une certaine confiance à des pilotes. Lui s'est fait avoir par excès de confiance. Et donc là, on a un Mustang qui est posé dans un champ. Le first, proprement. voilà, 14h45. Ok, 14h45 le 6 juin. Premier lieutenant, first lieutenant Harold Frederick, 336e Fighter Squadron du Force Fighter Group. Il passe, il repasse. Sur un aérodrome, ils savent qu'il y a des avions allemands. Ils y vont, ils tapent. Ils passent une fois. Ouais. Sans vraiment s'en rendre compte d'ailleurs, basse altitude, un peu confiance. Il passe une deuxième fois. Il y a son collègue qui dit t'es en train de survoler un truc. Et le gars passe une troisième fois. Et là, la troisième. Le troisième, ils ont eu le temps d'ajuster. Le gars, ils ont eu le temps de voir les trajectoires. Les gars, ils sont là. Tu crois qu'il va passer une troisième fois? Ouais. Alors, il était en fait, Frédéric s'était tellement omnubilé par le convoi de camions. Parce qu'ils en étaient à faire ça. Il n'y avait pas de défense aérienne à faire à proprement dit, puisqu'il y avait très peu de chasseurs. Okay, oui. Donc très vite, pratiquement immédiatement, l'émission c'était du strafing. L'appui sol et strafing. Donc obnubilé par son convoi de camion, il y va. Et puis quand un camion ça se défend pas, donc il y retourne, mais il se rend pas compte que le camion bordait en fait un aérodrome. Et à force de passer au troisième passage, il s'est fait avoir. Des batteries de 20 mm comme ça, il y en a quoi? Plusieurs centaines partout. Je pense que il y a des nids, il y a des endroits où il y a des endroits où les aérodromes sont défendus. Oui, ça c'est clair. Lui n'a pas vu l'aérodrome, son collègue l'a vu. Mais voilà, oui, il y en a partout. Et ça se déplace facilement. Oui. Il y en a qui étaient montés sur des plateaux de camions. Et comme il y avait des affûts de 12-7 sur des GMC aussi, enfin, ça c'est un truc qu'on retrouve encore aujourd'hui avec les Toyota. Et voilà c'est... Donc en fait, il s'est fait. Alors il n'a pas pris lui, il a réussi à poser, à vautrer son Mustang. Ça c'est plusieurs jours après. C'est un jeune Daniel Cormier qui avait 16 ans qui passe en vélo parce qu'il est parti au ravitaillement à Beaumont-Longer. Il passe à côté de ce truc-là et il ose. Quelques jours après, il avait un appareil photo. Sortir son petit appareil photo et faire une photo du truc. Le pilote en question, lui, il a été récupéré, il a été emprisonné. Qu'est-ce qu'il Alors lui, il a pu se sortir de son avion, il a pu trouver refuge dans une ferme toute proche. On lui a servi du cidre et du calva. Il y a de fortes chances. Et voilà. Non, et puis il a échappé aux Allemands et puis après il a rejoint les troupes quand elle. Donc lui, il a eu du bol, mais il a pété son avion. Bon, il en avait tellement. Ils en avaient beaucoup. Hein. Après, c'est le Mustang. Il y en a un paquet. Le chasseur que tout le monde voulait piloter à l'époque, quand tous les pilotes américains voulaient piloter. Qui commençait d'ailleurs tout juste à être efficace. À l'époque du 6 juin, c'était essentiellement des versions B et C. Le D avec la pile. Le D, pas tout juste, mais il y en a il n'y en a pas autant que ça. Parce que le Mustang entre en service aux alentours de 43. Oui, il arrive avec beaucoup de problèmes. Oui, il a été le problème d'hélice construit très rapidement, mais il arrive sur le terrain, il a des moteurs. Alors les premiers ont des moteurs Allison, hein, c'est ça mais non, ceux qui arrivent sur le terrain, les B et C, les c'est A, déjà. C'est des Allison, mais ils ont déjà le moteur Merlin. Mais il y a des problèmes de bougie, il y a des problèmes d'hélice. L'avion met quelques mois à trouver, à ce que les mécaniciens arrivent à le faire fonctionner correctement. Donc ça arrive début 44, je crois. C'est là que ça commence à accompagner sérieusement les bombardiers sur l'Allemagne. Et là, il y a de l'autonomie, il y a de la vitesse, il y a de l'autonomie, il y en a. Hein. Oui, en plus il y a du bidon. Alors comparé au Spitfire qui ne peut que traverser la Manche, aller se battre en Normandie et rentrer. Lui, il va jusqu'à Berlin. C'est lui, ça sera le premier chasseur à aller jusqu'à Berlin. Il est rapide. Une fois qu'il a largué les bidons, il a du répondant par rapport au chasseur. C'est pas le plus rapide, c'est pas le mieux armé, mais il est dans le top 3 à chaque fois. Quoi. Oui, je dirais que c'est un excellent compromis. Comme tout avion de combat qui se respecte, c'est un excellent compromis. Parce que peut-être le meilleur. L'armement du P-38 ou du P-47 est supérieur. Il y a 4-12-7, un canon de 20 pour le P-38, il y a 8-12-7 pour le P-47. Lui, il n'a que 6-12-7. C'est moins, mais c'est équilibré. Vitesse, je crois qu'il est un petit peu plus lent que le P-38, mais encore pas beaucoup. Pas de grand-chose. Mais surtout, il a une allonge phénoménale. Quoi. Il y a des gens qui se sont bien égarés pendant le 6 juin, qui n'ont pas vu un avion allemand, mais qui ont été très très loin. Ils sont allés jusqu'où? Ils sont allés jusqu'en Espagne. Le gars s'est perdu sur les nuages et est allé jusqu'en il est allé jusqu'en Espagne. Il s'est dit, tiens, je vois la côte en dessous. Paris. Où ils ont mis la tour Eiffel. Mais la côte est bizarrement orientée. Et le gars est rentré, il avait encore de l'essence. Hein. C'est pas un souci. Mais j'ai fait un détour. Le jour J se termine le soir, il y a une tête de pont qui est établie. Là, les Allemands vont rameuter tout ce qu'ils vont pouvoir rameuter pour essayer de refouler les troupes américaines. Tout à l'heure, ça va pas se faire immédiatement.
C'est-à-dire Donc, que alors, si ça ne se fait pas immédiatement, les Américains ont le temps de il y a- consolider. voilà, les alliés vont avoir effectivement le temps de consolider la tête de pont. Et puis ils ont des moyens pour consolider. Ah bah, c'est un ensemble. C'est impressionnant ce qu'ils mettent en œuvre, quoi. Ah bah, justement, Une- on parlait de Typhoon. Là, il y a Voilà. un Typhoon avec des roquettes. Alors ça, c'est une arme... C'est redoutable, c'était un peu les débuts de l'utilisation de ce genre de choses. Mais ça permet de faire du dégât, quoi. Frank, mais c'est du nord-américain, donc il y a peut-être une familiarité philosophique et ergonomique pour les pilotes. À l'époque, presque tous sont passés par le T6. Oui. Alors pour ceux qui connaissent les avions américains, le parcours habituel, c'était Stearman, PT-17 Stearman C'est un- ou PT-19 Cornell, mais peu importe. L'ergonomie est toujours la même et c'est c'est sans- normalisé. C'est typiquement américain. Et quand on regarde les manuels de pilotage, et après, donc, on passait de cet avion-là au T6, et du T6, on passait au chasseur. Et oui, comme le dit Franck, l'ergonomie est tout le temps la même. Oui, il y a pas de... Donc l'adaptation se fait assez rapidement. Ah, Il y a- puis les manuels sont très bien faits. Oui, Tout est expliqué 3 fois de 3 façons différentes. d'accord. Donc si tu comprends Et pas, il y a c'est des, que il y a t'es des pas jolis fait petits pour ça. dessins, très très simples. Oui. Des petits pense-bêtes et des choses comme ça. Donc ce qui leur permet de produire du pilote très 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 rapidement. Il y a, en amont, il y a une stratégie qui est établie par des gens qui ont anticipé ces énormes besoins. On ne décide pas de faire des manuels standardisés pour former 300 pilotes. On sait qu'on va devoir en former 10 000. Ils le savent dès le départ, c'est ça. D'évidence. C'est une Vu les évidence pour moyens eux. qui sont mis, vu le nombre d'écoles. Oui, je pense qu'il faudrait qu'on étudie le rôle des universités américaines, justement, en matière de logistique, parce que c'est elles qui vont vraiment structurer ça bien avant la Seconde Guerre mondiale, hein. C'est vraiment un rôle capital. Ils vont standardiser, véritablement standardiser. Contrairement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'Allemagne va vivre du fait de sa tyrannie dans un gouvernement complètement délirant. Soumis, délirant. Complètement délirant et puis d'une inefficacité finalement redoutable, alors que les Américains vont être eux Pragmatique. pragmatiques et Surtout, extrêmement efficaces. Chez les planificateurs, il y a des vues à long terme sur ce que doit être la stratégie. Bon, il y a la querelle des stratégies bon, peu importe. Oui, mais Mais- justement, mais c'est qu'il y a des stratèges qui comparé- discutent entre eux s'il y a des Comparé à une Luftwaffe, où en gros tous les 6 mois, on change l'affectation des avions. Le cas du Messerschmitt 262 est typique, quoi. Oui, c'est Voilà. Ça devait être un bombardier, ça devait être un intercepteur. Enfin, ça a changé tout le temps et du coup, il n'y a pas eu de planification à long terme. il y a un côté, il y a une lutte entre l'irrationnel du côté allemand qu'il faut vraiment souligner. Il y a des décisions à l'emporte-pièce, contradictoires. On va essayer de penser que la victoire peut venir des V1 et des V2. À partir de 1944, la production de chasseurs va complètement écraser tout le reste. Mais quel chasseur? On va hésiter entre les chasseurs à hélice, les chasseurs à réaction. Ouais. Enfin, il y a un irrationnel du côté allemand qui fait face à un rationnel côté allié et en particulier américain. Mm. Et l'opposition entre les deux est absolument donnera la victoire aux alliés, hein. Bien heureusement. Dès que c'est un rouleau compresseur. Oui, c'est un rouleau compresseur. Industriel, C'est un rouleau compresseur technique. qui est lancé bien avant 1944, hein. Et même les stratèges, parce qu'ils ont réussi à prendre le commandement des avions britanniques. Oui, oui, ils ont Oui, voilà. il y a un pragmatisme américain qui s'appuie sur des considérations en matière d'organisation et de logistique qui sont redoutables. On a tenu à montrer le P-47 parce que c'était quand même le plus gros des troupes américaines, en tout cas en matière de chasseurs. Et lui, alors, pour en avoir parlé avec des pilotes qui en ont encore aujourd'hui, c'est un avion, comme il dit, he loves to sniff the ground. Il adore aller renifler le sol, cet avion. pourtant il a du turbo, il est à l'aise en Alors, il altitude. est à l'aise en altitude, il a un magnifique turbo et tout, mais sa qualité, c'est quand on lui met le nez par terre, ça descend et ça accélère très très fort. Et comme tu l'as fait aussi justement remarquer, 8 mitrailleuses. Ouais, Donc ça cause. une force d'impact phénoménale. La force aérienne alliée, ça a été de taper ce qu'il y a par terre. C'était anticipé en se disant de toute façon, on a mis la chasse allemande depuis la Big Week. On compte plus Globalement, dessus, oui. ils nous feront des dégâts, mais ils nous feront pas de mal. Donc les avions deviennent des avions, les chasseurs deviennent tactiques, Par obligation. par obligation. Par obligation, parce que de toute façon, il n'y a pas autre chose à faire. D'accord. Ce qui est un peu peut-être une surprise chez les Américains. Et je pense Euh. qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit vide. Alors, il n'était pas vide, on est d'accord. Oui, il y avait on du monde. on a mis fin à ce mythe, mais comme tu l'as fait si justement remarquer, quand on met dans les ordres de grandeur, Il n'y a pas. Bien joué. considérait qu'il pas n'y avait pas d'opposition aérienne. Cybertron qui nous dit il a pas mal de victoires aériennes d'après ce qui est dessiné sur la carlingue. Oui, tout Oui, à fait. oui, C'est un oui. des grands as hein, C'est de des très très grands as de l'US Air Force. Francis Gabryski, d'origine polonaise, Voilà. qui est
Alors, il a survécu à la guerre. Il est décédé il y a quelques années, hein, Oui, maintenant, il y a un moment, mais il a vécu assez vieux pour pouvoir raconter ses histoires. Il y a des choses. C'est sur cette énorme barrique que le sort de la bataille se joue quasiment. Pas Oh, quasiment, mais disons T'exagères un peu. Oui, j'aime bien. Non, non, J'aime bien, on t'aimes peut bien. pas diminuer son rôle. Il a, pour moi, plusieurs atouts. Un, il emporte de la charge. Mhm. Deux, il est du côté moteur. Beaucoup moins fragile qu'un Merlin, parce qu'un Merlin qui prend une balle dans le radiateur de coulante, de liquide de refroidissement, pardon, ou dans sa bâche de liquide de refroidissement, si le gars ne se pose pas dans la minute qui suit ou s'il sort pas de l'avion tout de suite, c'est mort. Là, devant, c'est du Pratt & Whitney R2800, ça peut rentrer avec 2 cylindres en moins, ça rentre toujours. Je pense qu'on va faire un jour un article sur, Oui, il faut le cet, R2800. sur cet indestructible P47. Il y a des photos incroyables où les gars ont ramené des P47 avec la moitié d'une aile en moins, avec un trou avec, à travers une des pales d'hélice d'un obus de 20 mm où le gars il passe le poing à travers le truc. On se demande comment l'hélice s'est pas barrée. Enfin, c'est Bon, n'optimisez Non, pas. non, mais c'est aujourd'hui, un pas avion. Airbus. c'est quoi, un avion pas- qui pouvait encaisser énormément, quoi. Mais c'est la construction du moteur en étoile qui assure cette durabilité. C'est ou parce qu'ils C'est n'avaient le- pas d'optimisation. C'était gros, c'était Parce que massif. Dans fallait le, faire dans le solide. moteur en étoile, le R2800, ça reste très haut niveau, quoi. C'est un avion, c'est un moteur fabuleux. Donc le rôle tout de suite de l'appui au sol, de ces avions, alors il n'y avait pas que, il y avait même les Mustangs se sont retrouvés à larguer des bombes, des bombinettes de 225, de 250 kg, ils étaient obligés. Même sur les Spitfire, ils l'ont fait, sur le P-47. Et puis tous les bombardiers tactiques ont été envoyés aussi, à B-26, le Martin Marauder, les Boston, enfin, tout ce monde-là s'est trouvé à taper par terre, quoi. Il y avait du Beaufighter encore en... Oui, bien sûr, le Coastal qu'est-ce qu'on Command, avait ouais, il y a Le Beaufighter qui était très bon tireur de roquettes. le Mosquito, évidemment. Mosquito était là, pareil, mais tout ce monde-là s'est retrouvé. Typhoon, forcément. Forcément, hein, il n'y a qu'à relire le Grand Cirque, voilà. La bataille de Normandie qui se déroule après, qui sort un petit peu du propos qu'on a aujourd'hui, mais ça Tout repose... à fait, on est au début, mais tout, voilà. tout repose sur cet appui au sol. voilà, voilà. un B26. Beau B-26. Marauder qui est en train de... Bah voilà, ça explique pourquoi les TER, ce jour-là, étaient en retard, Voilà. comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà. Mais là, ils avaient une bonne raison. Là. Voilà. Donc ça, c'est une illustration du Transportation Plan, où on casse les voies, on pète les ponts, on empêche toute casser la les logistique allemande de... Faut casser les reins, voilà, casser les reins à la logistique allemande. Ce qui a été très globalement fait. Du coup, le rôle des chasseurs est très minoré. Enfin, ils ne font plus ce pourquoi ils ont été conçus. Ils font Il n'y a, du pas- tactique. il y a pas matière. Ils font de l'appui. Donc, ils viennent appuyer. Voilà. Un chasseur qui se balade, qui suit la voie ferrée entre Le Mans et Paris, tombe sur un train à vapeur, il avoine. Ah ouais, moi, il commence déjà par avoiner Le Mans parce que c'était un dépôt de bombes. Oui. Et puis qu'il y avait des Ju 88, si je ne me trompe pas au Mans, mais il n'y avait pas aussi un dépôt de bombes de 150 kg. Et puis il remonte jusqu'à lui, il suit la voie, il passe par Rambouillet. Enfin voilà. Par contre, alors là, c'est pas des avions, mais c'est aéronautique quand même. C'est crucial. C'est vital. Alors c'est quoi? Ils sont en train de faire quoi? Et là, on a du matériel ça s'appelle les Engineer Battalion, le bataillon d'ingénieurs, qui sont en train de construire une piste au milieu de nulle part. Un aérodrome. Un aérodrome. Ça va être truc un tout bête. Advanced Landing Ground, ALG, un aérodrome avancé, parce que c'est bien joli d'avoir des troupes au sol, mais il faut aussi que l'aviation puisse suivre et suivre la progression. Ça, c'est une photo du 6 juin. Dès le 6 juin, Dans 7 juin. En tout cas, c'est une photo de juin. voilà. Dès que les troupes sont débarquées, dès qu'elles ont un petit peu de distance à l'intérieur des terres, Je je vais retrouver libère la- des endroits pour mettre du... Alors, c'est surtout que les navires de débarquement, Mhm. alors pas la première vague, mais la deuxième vague, amènent ces Engineer Battalion qui donc déchargent camions lourds, bulldozers, Dès le lendemain. Dès le lendemain. Dès le lendemain, ça commence. voire le jour même, je crois le soir même, des engins de terrassement. Et il s'agit de construire des pistes. Alors oui, des pistes sommaires. Alors les pistes, elles sont dites Emergency Landing Strip. Hein. Bon, c'est pour les avions qui... C'est pour les avions qui ont un souci au-dessus et qui ne vont pas aller retraverser la Manche. Bien sûr qu'il y a des bateaux de sauvetage dans la Manche. Et tout. Il y a du monde en ce moment qui Il y a- il y a- attend il y a- sur la il Manche. y a du monde, mais c'est jamais gagné hein, Ouais. d'aller dans l'eau. Donc s'il y a une Emergency Landing Strip, eh ben, on peut le poser là-dessus. Donc il est prévu qu'il débarque dès le jour J. Voilà. Et donc, des engins de terrassement, on nivelle le sol et on déroule. Voilà. Alors ça, pareil, Et il déroule petit des miracle câbles. de l'industrie. Donc ça, un- c'est des grillages... C'est Alors, du grillage. C'est du grillage Ça qu'on s'appelle ça déroule. du mesh. Du Voilà. mesh, d'accord. Voilà, et qu'on déroule, et on déroule ça sur 550 mètres, 30 mètres de large, et puis ça Comment nous fait une Emergency Landing Strip.
Et donc, comme dit Franck May, la piste sommaire pour un DC3, c'est déjà du luxe. Bon, effectivement, il aurait pu se poser en l'inverse. Ouais. En revanche, pour du Mustang ou du Speed, il y a besoin d'un truc vraiment bien plat. Vaut mieux, et puis ça cavale, et puis il faut un peu de longueur. Et puis de toute façon, quand on se pose avec un moteur qui est en train de. De rendre là, de Qui a vide de d'huile, coulante ou à tout vide ça. d'huile, on regarde pas, on fait au mieux, mais c'est toujours mieux de se poser sur un endroit au moins plat Plat. et dégagé, quoi. Ça De pas évite. avoir à aller se taper un arbre ou quelque Donc, chose comme ça. et ça, c'est un plan qui est anticipé bien avant. Mais c'est ça la magie Ils c'est arrivent, ça la force. La première chose qu'ils font, ils construisent des aérodromes. Ils en construisent pas qu'un. Le Ah. premier a été construit juste derrière la plage, derrière la dune. Sainte-Marie-du-Mont, bon, Ouais. derrière, il y a une piste. Justement, question de Masso 67, en combien de temps c'est opérationnel 24 un heures, terrain comme même ça? pas quelques heures. Quelques heures. Le Quelques temps heures. de... On passe le bulldozer, c'est plat, on déroule et un avion peut se poser. Yes. Donc Ouais. c'est quelques heures. Quelques heures. Voilà, Et l'avion, il se l'article pose. le prédit. Je crois qu'il y a des pistes qui sont opérationnelles dès le soir même, quoi. Oui. Donc c'est une affaire d'heures. Il y a une piste qui a été aménagée en 3 heures. 3 heures. Voilà. Donc, ça veut dire que- Terminée à 21h15 le jour même. donc ils arrivent, le soir même, il y a un aérodrome. Une piste. Une Une piste. piste de secours. Piste de secours, mais derrière... Un aérodrome suppose beaucoup de choses. Bah, bien de sûr. la logistique et tout. Mais il y a une piste de secours. Oui, Voilà. bah, le gars il se pose, il est content, il n'a pas la Manche à traverser. Et puis le lendemain, bah, il va récupérer 3 jerrycans, il va voir où est la Tout. panne. Ouais, tout à fait. Puis éventuellement, s'il reste des munitions, on va faire un tour. Pour se donner voilà, une petite idée, sur Omaha Beach, l'Emergency Landing Strip de Virville-sur-Mer, début de construction jour J, terrain opérationnel J+1 le matin. RRS. 24 heures après le débarquement. Même pas, parce qu'ils ont pas débarqué le matin à 6h, ceux-là. Oui. C'était la deuxième vague. La fameuse de Saint-Pierre-du-Mont, J+1 l'après-midi. Début de construction J+1 l'après-midi. Le lendemain, donc après-midi. Opérationnel J+3 l'après-midi. Donc, mais ça va vite quand même. Advanced Landing Ground, ce qui commence à être un peu plus sérieux. Saint-Pierre-du-Mont, J+8 le matin. 8 jours plus tard, ils peuvent poser un escadron et tout type d'avion. Alors là, Voilà, on a un landing. Voilà, une de ces pistes faites. Donc là, il y a 2 Mustangs qui décollent. Voilà. Puis devant des soldats, ou peut-être les gars qui ont fait l'aérodrome d'ailleurs, qui C'est sont en train de se reposer un petit peu. Voilà. Et donc là, on a une carte. Qui montre tous les Advanced Landing Ground, donc Alors, les on pistes voit pas avancées, tous, les j'en ai- emergency, et puis après les. Voilà. Il y en a un qui est masqué, un ou deux qui Oui, sont peu masqués importe. derrière. Mais Mais... ce qui est intéressant, c'est la densité et la répartition. Oui, Et ça va assez profondément. Alors, niveau le- trafic aérien, c'est un peu délirant là, parce que là, tu as entre 20 et 30 pistes là. il y a du monde à poser. Il y a les escadrons de Bah ouais. chasseurs à faire avancer. Il y a du DC-3 qui doit tourner, enfin du C-47 Ah bah, qui il faut doit tourner ramener, en permanence pour ramener Les blessés, pour la amener du sang. transfusion, évacuer les blessés, les transfusions, ramener les patates, les caisses de nourriture, de quoi loger, de quoi construire un hôpital de campagne. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. C'est Impressionnant, permanent. mais si c'est juste une piste, ça ne veut pas être tout simple à repérer. On sait si ça a été efficace. Alors, justement, les pilotes, ils sont dans le coin. On leur dit il faut se poser sur la LG numéro tant, mais comment ils se repèrent? C'est pas la LG. Parce que, je pense il y qu'on en a leur dit, partout, là. c'est la piste de Virville, de Criqueville, de Cardonville. là, elles Ils ont sont des quand cartes. même Hein, Très voilà. proche, comment tu décides de te poser en A4 ou en A3 là? Aucune idée, mais bon, Voilà. après, ils avaient des cartes de topographie. Puis assez c'est pas grave précises. s'ils se posaient en A3. Ah, c'est pas là. C'est Bon, pas là, c'est grave. celle d'à côté là-bas. Là. Ouais, Bon, après, elles n'étaient pas collées à 2 km les unes des autres quand même. Mais bon, voilà. Ça- Mais ça, je trouve que c'est un des éléments. Alors, oui, c'est pas totalement aérien. Ah, Mais une fois de plus, dans le fait transportation partie. plan, dans tous ces trucs-là, il n'y a pas ça. La campagne de Normandie s'arrête. Parce que Ou là, elle les avance pas. avions, un avion tactique qui va larguer ses bombes, ses roquettes, ils peuvent revenir sur ces terrains-là pour refaire le plein de munitions et donc repartir. Donc là, il y a une rotation de munitions. Voilà, que- tout à fait. Alors que, comme tu disais tout à Il l'heure, faut rentrer en Angleterre. ah bah là, ça rajoute du temps. Tu perds du temps, on perd de l'efficacité. D'accord. Mais effectivement, alors ça, c'est un peu. Mais Ça a donné des images assez extraordinaires, mais bon, il y a un article justement dans leur série. oui. Parce qu'on parle, tout ce qu'on vous dit là, c'est aussi lié à ce qui a été produit par le FANA dans leur série. Il y a un article complet dédié à la construction des pistes avec des images qui sont Moi, je l'ai absolument trouvé. stupéfiantes. Alors, bizarrement, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué. oui, Et je l'ai trouvé le plus intéressant. c'est un article qui est signé de ah, Alain Pelletier, je crois. Alain Pelletier, oui, Pelletier. oui, c'est pas un jeune article, on l'a repris, mais Oui, parce que il c'est. avait déjà bien fait le tour de ces 2 unités, les Engineer Aviation Battalion, Mm. et ça explique beaucoup de choses. Hein. Ça explique l'efficacité.
Ça Ils fait sont juste partie à du côté plan. juste à côté du front. Tu peux pas faire mieux en termes de stratégie militaire. Bah, c'est un peu ce qu'après on a réinventé avec les avions en décollage vertical, c'est pour se Bah, poser c'est pas la même loin idée, du ouais, plan. c'est exactement la même idée. Sauf que là, bah, on n'a pas d'avion qui se pose verticalement, donc on crée des pistes. Les avions n'ont pas besoin de pistes très longues à l'époque. Un Speed, ça décolle en 500 mètres. Moins que ça, même, hein. Voilà, donc Enfin, quand il n'est pas chargé. Alors attention, voilà. aujourd'hui, on voit le Mustang décoller en moins de 500 mètres, mais il n'y a rien dedans, quoi. Oui, il n'y a pas de carburant, il y a Et pas de, il manque un réservoir, parce qu'il y il y a avait pas aussi de un réservoir. réservoir de. il n'y a pas les radios, Voilà, il y avait la radio derrière le pilote qui était extrêmement lourde. il y a pas Derrière l'armement dans les derrière le ailes. pilote, Mhm. il y avait aussi un réservoir de 300 litres, je crois, qui Mhm. changeait considérablement le centre de gravité. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Le but, au début, en tout cas, c'est que ça puisse se poser en urgence. Certaines ALG ont été sous le feu de snipers tellement elles étaient proches du front. Oui, parce Effectivement. qu'elles avançaient. Parce que c'est ça la beauté de. Enfin, Ouais, l'efficacité c'était américaine, construit sous le feu. c'est que ça avançait avec le front. Elles ont D'accord. avancé avec le front. Et une autre remarque, une question par contre de Massot, certains de ces terrains ont-ils survécu jusqu'à aujourd'hui? Alors, en terrain d'aviation, non. Non, mais il y a encore quelques années, je me rappelle, c'était en 94, on avait Ah. réactivé une ALG. Voilà. Ah, ouais. Ces terrains-là sont revenus à des vocations Oui, oui, bah, agricoles. la plupart sont dans des prés. Oui. Oui, aujourd'hui. On y fait Voilà. des pommes et on y fait du cidre. Non, même pas, parce que c'était plutôt des cultures plus simples. D'accord. Peut-être qu'aujourd'hui on y fait du pomme aussi, mais c'était surtout de la céréale, je pense, que les choses Ces faciles. terrains sont identifiés. Est-ce que quand tu te balades en Normandie, il y a des... Il y en a un certain. il y a un oui, certain ouais. où il y a marqué « Ceci était un ancien aérodrome Ouais. Et c'est relativement facile sur le net de se trouver la carte et la localisation de ces ALG, quoi. Donc on peut faire un tourisme aéronautique. Complètement. Complètement, il n'y aura pas grand-chose à voir. Non, on Très va voir un honnêtement. champ, mais on sait que... Bon, Ouais, ok. tout à fait. Voilà, bah, pour ceux qui iront se promener en Normandie cet été pour aller voir un petit peu tous ces endroits, ça peut être des endroits à voir. Spot à découvrir. Ouais. Le cimetière américain est une ancienne ALG, il me semble. Tu parles du cimetière qui est à côté de Omaha, le cimetière de Colville? C'est possible, celui qui est derrière la dune? Ouais, C'est possible, fort possible. Mais j'avoue que j'avais été aussi très impressionné par le cimetière de la Cambe où sont enterrés les Allemands. Mmh. Et il y avait des tombes avec des marquages qui n'étaient pas drôles. Gamin, 19 ans. C'est un Caterpillar. C'est des engins de chantier, ça, hein, les gars. Voilà. Ouais. Sympa. Et le truc derrière, c'est pas un Piper Cub. Non, c'est un Stinson L5. Donc c'est le Stinson L5. Eh ben alors, il y avait des avions. Alors ça c'est un avion de tourisme. Non, c'est un avion d'observation. C'est ceux qu'on appelait les petits L-Bird, L pour liaison. Avion de liaison et d'observation. Alors c'est moins glorieux que les chasseurs, que les bombardiers, mais ils ont joué un rôle essentiel. Ils avançaient toutes les divisions d'infanterie qui étaient équipées de moyens de bombardement en avaient, puisque ça leur permettait de faire du repérage et du contrôle de tir. Alors, le problème, ça a été de les amener aussi rapidement, parce qu'on a débarqué des troupes d'infanterie. au Voilà, sol, on et puis déparle des jeeps, on déparle des jeeps, trucs comme ça. des canons, des mortiers, des machins. Comment on règle l'artillerie? Puis surtout des régiments d'artilleurs. Oui, donc eux, L'artillerie ils est ont quand même besoin très d'être précis, ouais. efficace. Et on savait qu'il y avait un moyen d'être efficace, c'est de savoir où tombe ce qu'on vient de tirer. Et pour ça, il fallait ces petits avions. Le problème, c'est que ces petits avions, généralement, alors à part le Stinson, lui, il avait la longe pour traverser la Manche, mais celui qui était le plus couramment employé, c'est un avion qui va parler à tout le monde. Vous le connaissez sous le nom de Piper J3. Dans sa version militaire, c'est le L4. Voilà. Et par contre, le L4, alors, petit moteur de 65 chevaux, petit réservoir, enfin, le truc, il devait décoller de là où étaient derrière les artilleurs, aller voir où ça tombait sans se faire tirer par les Allemands, et puis rentrer. Et après, il y avait des moyens de donner les informations. Mais il n'avait pas les papates pour traverser la Manche. Donc, on lui a fait traverser la Manche par plusieurs moyens. Mhm. On a offert les options. Plier en caisse sur le dos des camions. Après, il faut combien de temps pour monter? Quelques heures? Une paire d'heures avec, ça doit être fait. Mais voilà, il fallait quand même qu'ils prennent leur tour dans la queue d'embarquement, dans les barges, dans les bateaux, des trucs comme ça. Et pour une utilisation rapide, il y en a certains qui ont dit on va tenter quelque chose. Donc le L5, lui, savait traverser, mais c'était pas celui qui était en plus grand nombre. Et il y en a qui ont dit on va lui mettre un réservoir supplémentaire. Alors Et là, c'est pas. Alors, je déjà, pense pas que le réservoir ait été approuvé par Piper. Et donc là, on a un Piper L4. Donc, Voilà. et là, il y a effectivement quelque chose dans le cockpit. C'est quoi alors ça? Alors, c'est un réservoir supplémentaire, bricolé sur place, avec des bonbonnes. Ça ressemble aux bonbonnes d'oxygène qu'on trouvait dans les bombardiers. D'accord. Hein, c'est pour ceux qui ont vu la très très belle série. Master Gear. Vous avez peut-être vu dans les bombardiers B-17 des grosses bonbonnes jaunes. Des Oui. bonbonnes d'oxygène, détournées de leur truc, elle emportait les quelques litres qui étaient nécessaires au Piper. 2 bouts de tuyaux,
Ouais, et puis une nourrice, et puis hop. Et donc, le lieutenant Condon de la 4e Infantry Division, Force Infantry Division, Donc là, c'est des serait- aviateurs de l'armée de terre. oui, ce sont des régleurs d'artillerie, serait le premier avion avec un moteur qui se serait posé en Normandie. Suivi de 4, il emmenait 4 Piper L4. D'accord. Voilà. Les uns à la suite des autres. Et après, ces avions étaient disponibles tout de suite pour Après, faire du tout de réglage. suite pour faire du réglage d'artillerie. Par contre, les contre-batteries allemandes, eux, ils n'avaient rien pour voir où ça tombait. Du coup, ils n'avaient pas de. On n'a pas, Non, moi, j'ai Il n'y avait pas de storage pas dans le entendu coin. parler de J'ai Storch pas qui entendu venait non plus. Non, renifler, voilà. voilà. Donc, en fait, là aussi, C'était à la, sens unique. Ah bah là, c'était la réglé. domination aérienne Oui. est totale. C'était réglé. Vue à laquelle tu peux décoller un L5, pas besoin de catapulte, tu lances le Caterpillar à fond et c'est bon. Ça se tente. Ouais, ça se tente. Ça se tente. On en parlera à Arnaud qui a un très beau L5 aux couleurs du lieutenant Condon s'il veut jouer. Je sais pas. Oui, il y a quelques L5 qui continuent à voler. Dont- C'est des avions. c'est Dont un à Saint-André-de-Delder. Donc, tu vois, Comme par hasard. bah, il est bien positionné. Et ces avions seront visibles le 6 juin pendant les cérémonies au-dessus des plages. Puisqu'ils Alors. ont été autorisés, ils ont Ah, été demandés par l'ambassade de Grande-Bretagne pour survoler la ils vont faire cérémonie. un survol de la. En patrouille avec plusieurs L4 aux couleurs du débarquement. En fait, c'est des petits avions. Enfin, péjorativement. Mais enfin, ils ont un rôle qui est essentiel puisque. Petit par la taille, grand par le rôle joué. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez tenu aussi à les mettre à l'honneur Bien sûr. dans leur série, parce Oui, que ce parce- sont des avions qui jouent un rôle essentiel pendant les Ils opérations. sont... Pas pendant le débarquement, mais juste après. Ouais, juste après, avec toute la bataille de Normandie, ils vont être indispensables. C'est les yeux, enfin c'est les yeux de l'artillerie, c'est les yeux dans le ciel. Ils font que de repérage d'artillerie, ils font du transport, Ils font de la liaison. La liaison, ouais. l'évacuation sanitaire aussi, tu peux en faire. Non, il y en a eu certains, mais alors, plus le rôle du L5, il y a eu des L5 ambulances. Je ne sais pas s'il y en a eu honnêtement sur le front européen. En Birmanie, oui. Du transport de personnalité, alors c'est du transport rapide. Non, pas du Ouais, transport du rapide. transport rapide. Oh, Mais rapide. l'avantage, c'est que ça se pose n'importe où. Bah Sur un terrain de foot, on pose un Piper Cup, quoi. Donc, qui permettait d'emmener des autorités rapidement. C'est Eisenhower qui a fait un vol. Oui, on le voit, il y a une photo. Oui, c'est ça, il on le voit. utilise un Halberd pour faire un tour d'inspection, de voir où un peu on en est. Ça permet de se poser rapidement partout et au plus près des unités. Donc c'est des avions légers. Pas besoin d'aérodrome. Lui, il n'avait pas besoin des Advanced Non. Landing Ground. Non, un champ à peu près Un plat. champ, Un c'est champ bon, à peu les près près et ça suffit. Les champs avaient été. Bah oui, bon, s'ils On étaient était au mois de tombés- juin, c'était un Ouais. peu la moisson quand même. Oui, bon, après, il y avait des champs qui étaient préparés pour accueillir, il y avait des poteaux, des choses comme ça, mais bon, une fois que les troupes étaient passées, ça Oui, s'était ça avait été enlevé. préparé, ça avait été Ça, réparé. on pouvait signaler. Donc les Hellbirds ont un rôle. Les petits anges de la mort. C'est comme ça Ah oui. que les appelaient les Allemands parce qu'ils savaient que quand ils envoyaient un sur Ah, ça l'horizon, pouvait c'est tomber. ça que ça allait tomber. On va aller vers la fin alors. Là, on arrive vers la fin. Ah bah tiens, bah oui, puisqu'on Voilà. en parlait, tiens. Rendre hommage à quelqu'un que tu as rencontré, toi. Ouais, Bud Anderson, C.E. Clarence Bud Anderson. Voilà. Ouais. Donc, On le voit derrière, ça fait. Alors, c'est fun. c'est un peu bizarre pour nous, pour tout vous dire, parce qu'on a conçu cette couverture. On a choisi, on s'est dit quel Mustang. On voulait mettre un Mustang parce qu'on avait fait déjà fait une couverture avec Spitfire il y a quelques années. On s'est dit on met un Mustang. Moi j'avais proposé autre chose, un autre Mustang, un autre truc. Et puis finalement, Lucio, peintre de l'air, a dit je préférais un avion avec plus de tenue en couleur parce que celui que j'avais proposé moi était métal nu. Ah. Le Zachille est là. Puis là, on s'est dit bon, après on l'a laissé choisir. Il a fait le Hall Crow B6 piloté par Bud Anderson. Bud Anderson, c'est un pilote de chasse qui a participé à la Seconde Guerre mondiale, donc notamment sur Mustang. Oui. C'est pas un manchot, il a quelques victoires aériennes à son actif. 16 et demi, je crois, de tête. Il était notamment l'ailier de Chuck Yeager. Dans certains, Chuck Yeager. Enfin, qui a laissé il une a petite volé, trace. ils Oui, ont été dans la même unité. Voilà. Bon, on revient Pour à Bud. parler de Bud Anderson, puisqu'on a eu le plaisir de le rencontrer, lui, le 6 juin, c'était un 6 juin pourri pour lui. Quoi. Ah. Ouais. Bah, pourtant, il faisait beau. pourtant, une très belle unité, hein, 357e Fighter Group, il y a 3 squadrons. Donc on les met au boulot, ils ont des Mustangs, hein, des C. La longe, ils ont tout ce qu'il faut. C'est des mecs un peu, c'est les Oxford Boys, ils sont plutôt aguerris. Mhm. Ils vont faire, avec les 3 squadrons, ils vont faire 8 missions dans la journée. Bud Anderson va en faire une première le matin. Il décolle, c'est un temps dégueulasse. Donc les avions sont censés, ils partent à 50 avions, je crois, un truc comme ça. Ou c'est un 48. 48. 48, bah 48. 12. Oui. Voilà. Et puis tout le monde doit se rassembler au-dessus du terrain. Ouais. Il fait tellement pourri que lui, bon, il raccroche le patron du groupe et tout le truc. Et au bout d'un moment, il tourne la tête, il dit on est juste 4 avions. Alors, Mon il dit, Dieu, au bout d'une demi-heure, il dit on est juste 4 avions. on est parti à 48. Ils sont Alors, partis et alors- 48, alors, ils ont remis c'est 4. marrant. Il dit, voilà, il part sur le truc. Il dit l'aube arrive. Je suis avec le colonel Graham.
Je suis le ailier et puis il y a moi, il y a le colonel Graham, son ailier, moi et Obi O'Brien. Ça veut dire deux choses. C'est que soit nous on est au bon endroit, soit ce sont les autres 44 qui sont au bon endroit. Bref, lance. Oups. Ils Chef, ont j'ai beau- l'honneur de vous rendre compte que... Ils ont beau regarder, il se passe rien, ils tournent. Bon, ils vont sur les par-dessus, sur les nuages, ils tournent pendant quelques heures, et puis finalement ils disent, bon, ça fait 4 ou 5 heures qu'on est en vol, on va faire demi-tour. Là, à travers les nuages, ils voient la flotte d'invasion. Donc il a un Oh, il y a petit- 2-3 un petit bateaux, coup là. d'œil. Pendant ce temps-là, ils ont rencontré Personne. 0 avion, Personne. que dalle. Et ils rentrent et ils se posent, alors avec la moitié des pleins, parce qu'ils ont volé que 6 heures, hein, c'est pas grand-chose. Oui. Enfin, bon, que 6 heures, c'est déjà pas. Que 6 Après, heures. après, passer 6 heures sur un sur un parachute, ça fait mal aux fesses. Ouais, mais bon, c'est sûr que... Mais c'est surtout, il y a cette espèce de déception. Ah oui, ils y allaient en se disant, Mais chouette, c'est les Allemands d'idée. vont débarquer. Non, mais c'est d'idée, on va aller jouer notre rôle, quoi. On est venu là pour ça. On va faire un gros sweep, il va y avoir plein de cibles partout. Donc c'est là qu'il finalement au retour il apprend qu'il y a un mec qui finit par rentrer super tard. T'étais où? J'étais Jim à Madrid. Browning, elle dit, bah, le gars dit, bah moi je suis allé par là dans les nuages, puis au bout de 2 heures ou 3 heures, je sais plus, il dit, j'ai vu une trouée, j'ai vu la côte, elle était bizarrement orientée, je me suis dit que ça devait être l'Espagne, alors j'ai fait demi-tour et j'ai revolé au nord, direct au nord, et je suis arrivé, je suis revenu, quoi. Donc le gars il a fait son D-Day, descente en Espagne et retour. Il y en a autre qui a fini On en a fait un film, Les Charlots font l'Espagne. Voilà. Il y en a un autre qui a été jusque sur le sud de la France. Il s'est un peu trompé de côte. Et finalement, il a eu un Là, on lui a problème. dit, c'est un peu tôt, reviens dans 2 mois. Voilà, il a dit, finalement, il a eu un problème et il a dû sauter. Voilà. Donc, Ah, il carrément. a abandonné Ah, l'avion et c'est puis moche. bon, il a été récupéré. Voilà. Donc voilà, Bud Anderson a fait une mission de 6h50 le 6 juin. Ils sont rentrés à Leiston, leur truc, avec beaucoup de carburant en réserve. Donc il y a certains pilotes, voilà, pour la plupart. Donc, ils ont fait une mission, C'est ils reviennent, et fin de la journée, on va boire une bière. 6 heures déjà. Oui, Il 6 est heures, comme mais 6 ils heures. n'ont vu 6 heures de personne, patrouille. ils sont Voilà. ennuyés. Et puis il y en a d'autres, des Voilà. avions. Il y a quand même 3 squadrons. Enfin, Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont venus avec des victoires aériennes. Ah, bah, ils Quelques-uns. étaient dans le bon coin. Oui, voilà. Bah, ceux-là, par voilà. exemple, hein, ceux-là ont été dans le bon coin, certains. Voilà. Voilà. Se sont affrontés, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors pourquoi Bud Anderson? On a eu le plaisir de le rencontrer. C'est un monsieur qui était juste absolument charmant. On le voyait tous les étés à Oshkosh. Voilà, j'ai eu l'immense privilège de lui parler, de le photographier de près et même de voler, Oui, alors, de l'avoir comme ailier. regarde, là, Alors- Bud Anderson, alors ça, c'est une photo qui date de... Qui a 2 ans, deux quand, ans. La commémorative Air Force du Texas a ramené son P-39 peint aux couleurs du P-39 de Bud Anderson, hein, c'est son insigne. Et donc Bud voilà, était passé de sa chaise roulante, on l'a aidé. Ah bah oui, mais il était centenaire. Il était, oui, plus que centenaire déjà à cette époque-là. Voilà, donc, Centenaire, non, centenaire, il y a 2 ans, ouais. Ouais. Et il s'était prêté à une séance de photos Avec, extraordinaire. Et alors- après, on avait fait un vol avec lui en place arrière d'un Mustang, le P-39 à Pardon. côté, un Mustang à ses couleurs aussi, au Hall-Crow. Enfin, c'était... Et ce monsieur était tout le temps accessible. Je me rappelle une anecdote, un soir, on se retrouve à Oshkosh, donc à Air Venture, la grande messe annuelle. J'ai des amis qui ont une société de restauration qui s'appelle Air Corps, qui organise un barbecue. Et nous, on est gentiment invités parce qu'ils nous connaissent. On est une petite bande de Français. Il y a un jeune avec nous qui s'appelle Olivier, qui se reconnaîtra. Et qu'on salue. Salut Olivier. Michel. Et puis on est là, on discute avec son père. Et son père me dit, c'est bien Bud Anderson tout au bout de la table là-bas, il y a une dizaine de mètres. Oui. Et puis il y a Olivier qui est là. Et je dis, bah Olivier, t'attends quoi? Ah bah non, je vais pas le déranger, machin truc. Je dis, attends, il est charmant quand même, vas-y. Mais t'es sûr et tout? Je dis, eh, viens. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Juste lui dire bonjour monsieur, merci. Oui. Si tu veux, ça peut être un moyen de comment. Donc, on arrive, on dit bonjour monsieur, voilà, on est français, on voulait vous remercier pour votre service que vous avez fait. Il était sur sa chaise roulante et d'un coup, il se lève et nous, on est enfin, on l'attrape par les bras et tout. Il dit, ah, les Français, j'ai vraiment été gentil, j'ai toujours été très bien accueilli en France, c'est un pays que j'aime beaucoup. Enfin, voilà, monsieur charmant. Une grande classe. Grande classe. Du coup, on a discuté de choses et d'autres, mais pas de ses combats, pas de ses victoires, pas de ses combats. De lui, De lui, de la vie. Voilà, il était à un âge. Voilà, toujours. Il avait gardé ses yeux bleu clair, hyper perçants. Chuck Yeager disait de lui qu'il avait les meilleurs yeux de l'escadron. Que lui, il les voyait. Alors. Donc, il nous a quittés Oh, il y a quelques jours. il y a voilà, quelques jours. Il a pas, il aura 102 ans. 102 ans.
il aurait pu être un des vétérans du débarquement, mais il se déplaçait plus trop. Ouais, c'est compliqué. Hein, Et voilà. Donc c'est des rencontres Et précieuses. donc, vous aviez quelque part, le hors-série est sur son avion. Bon, après, voilà. Je sais pas. C'est un hommage. C'était pas prévu comme ça. C'était pas prévu comme ça. bien C'était sûr. certainement pas prévu comme ça et ça s'est produit comme ça. Donc quelque part, nous, ça nous fait, je vais pas dire chaud au cœur parce que c'est quand même. Non, mais ça reste. Quand il n'y aura plus ce genre de personnes pour témoigner, voilà, c'est l'historien, un 80e anniversaire, on va entrer dans la période de l'oubli. J'ai une question intéressante de Cybertron12 qui dit: ces victoires aériennes étaient vérifiées comment? Par les témoins sur place ou les caméras embarquées? Alors, le problème des victoires aériennes, honnêtement, je pense qu'on ferait une émission d'une dizaine d'heures, on n'arriverait pas à traiter de tout. C'était assez clair quand même chez les Américains Voilà. et les Britanniques. Il fallait plusieurs témoignages déliés. Il y avait la ciné-mitrailleuse, Plus les témoignages. plus les témoignages. Mais malgré tout, derrière, il peut y avoir des interprétations. Et il y avait un comité Et il y qui avait un décidait de comité. l'attribution. Donc, le garçon qui nous dit que c'est vérifié par les plans de vol non clôturés par le SIV, c'est pas ça. Villecoyote 49 qui va terminer par la question dont on n'a pas la réponse. Bon, une dernière question. Qui a mitraillé Rommel? On ne sait pas trop. Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas trop. Il y a eu sait tellement pas de trop. voitures mitraillées ce jour-là, ou dans Mais- ces jours-là, qu'il y a mais ça beaucoup de démontre- revendications. Non, mais ça démontre ce qu'on disait tout à l'heure sur la supériorité alliée. Ils sont Voilà. plusieurs à avoir pu mitrailler la bonne voiture. Remlinger, peut-être, Voilà. d'autres, peut-être, on ne sait. Mais de toute façon, ce qui compte, c'est c'est le résultat, c'est que le Rommel est out. Out. Bon, Out après, du au commandement. moment où il est out, le pont Non, mais la mission- allié est énorme. Enfin, Non, mais la mission, enfin, de ce point de vue-là, j'allais dire, peu importe Oui. qui l'a fait, la mission, c'est d'éliminer le commandant en chef allemand. Donc, C'est-à-dire que c'est terminé. l'aviation alliée avait toute l'attitude d'aller matrailler n'importe quelle colonne de voitures c'est ça. qui lui passait sous le nez sans rencontrer d'opposition. Après bah, c'est toujours pareil. Hein. Ceux qui veulent s'amuser dans les rapports de squadron. Ah, il y a peut-être une recherche à faire. Dans hein. les- Non, je pense certainement que des c'est une recherches recherche à qui a faire. déjà été Oui, anticipée, c'est mais bon, c'est ça. très compliqué. Il y a des archives qui sont quand même très compliquées à accéder. Il faut recouper énormément. C'est un gros travail pour, au final, quelque chose d'assez anecdotique. Bon, enfin, après, passionné d'histoire, ça, c'est tu peux. c'est le genre de défi qu'on se fixe. Ça peut être Exactement. sympa. Ah, si on est honnête, on dira voilà, il y a plusieurs pistes, Exactement. plusieurs possibilités. Bon, mais je crois qu'on a fait un peu le tour. Enfin, non. On a fait un. On a abordé un. On a abordé quelques points de détail autour Voilà. de l'aviation sur le débarquement. Je vais remercier Alexis et Xavier Bah, d'avoir un grand plaisir. accueilli Mais c'est un Jumpseat plaisir. dans leurs locaux. Alors, on va pas vous montrer la rédaction, premièrement parce que c'est le bazar, deuxièmement parce qu'il y a des bouclages en cours. Merci Xavier, merci Bah, Alexis. merci à grand toi. plaisir. Franchement, Merci. Merci, Merci d'être venu. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi, merci d'avoir été réactif sur le chat. On vous souhaite une très bonne semaine, une bonne après-midi. On y va, à bientôt. Ciao les fanas. Salut. Ciao les Safana, merci beaucoup.